Derrière Tomorrowland, derrière la cérémonie d'ouverture des JO, derrière Oktoberfest ou encore derrière le Grand Prix F1 au Mexique, il y a un entrepreneur. Avec WizEvent, il a fondé l'une des plus belles boîtes de France. 400 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de billets par an vendus. On vous raconte son épopée dans 40 nuances de Next avec Pierre-Henri Deballon. Salut Pierre-Henri. Salut Thomas. Tu deviens habitué de nos formats. On a fait un format réduit de 40 nuances de Next à Vivatech ensemble. On a raconté la cession de ta boîte en détail, les hauts, les bas dans Cash Out. Exactement, le rachat, la vente et le rachat. Et aujourd'hui, on part pour un format long. Et il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on manquera pas de nouvelles anecdotes et de nouvelles réflexions. Donc on envoie le jingle, ce qui laisse le temps aux gens qui ne le sont pas encore de s'abonner. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Je disais une réussite effective, une boîte rentable, en croissance, une vente, un rachat. Aujourd'hui, tu as même une nouvelle casquette dans ta vie qui est président de club de foot. Tu t'es offert un club de foot, celui de Dijon, avec beaucoup d'ambition, on en parlera. Et je te propose en fait de retracer tout le fil de ton parcours et d'aller chercher tous les apprentissages d'entrepreneurs et d'hommes qu'il y a pu avoir au fil du temps, donc du premier jour de classe du jeune Pierre-Antoine, élève entrepreneur, jusqu'à la remise des diplômes, et puis on parlera évidemment de la suite. Ça te va ? Parfait, avec plaisir. Et on part pour la rentrée des classes. Alors, je pense que le sound designer s'est inspiré des nouvelles sonneries de classe qui sont beaucoup moins agressives pour les auditeurs. Ce premier jour de classe de l'élève entrepreneur Pierre-Henri, il ressemble à quoi ? Bah, tu vois, le lien avec la classe, c'est parce que tu as dit, il a fondé, en fait j'ai cofondé avec Sébastien Tonglet qui est mon associé, puis Yann Pagès, on était 3, mais aujourd'hui on est 2, c'est surtout une aventure qu'on porte à 2 avec Sébastien. Et on s'est rencontrés à la fac. Donc l'aventure entrepreneuriale, finalement, elle commence effectivement sur ce projet avec Sébastien quand on se rencontre à Dauphine. Et l'histoire est assez drôle parce que on arrive tous les deux, lui il arrive d'Orléans, moi j'arrive de Dijon. Tu te retrouves dans cette énorme fac, je crois qu'il y a 3000 étudiants. Et dès le premier jour, je ne sais pas comment, pour quelle raison, mais on se retrouve tous les deux à discuter. Et puis à sympathiser, et puis tiens, tu fais quoi ? Et puis... Et ça, c'est le premier jour. Et puis ensuite, le deuxième jour, non, on se revoit plus. Puis tu vois, et puis on est dans une petite classe de 20, donc on se fréquente, mais on est dans 2 groupes de potes. Et ces 2 groupes de potes s'entendent super bien, mais c'était... Mais se tire un peu la balle dans les 13, même pas... Non, du tout, parce qu'on était tous super potes. Mais si tu veux, c'était pas un ami au sens où c'était quelqu'un qui était un pote de classe, mais c'était pas un ami au sens où on s'appelait pas et on avait nos 2 groupes. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, dans les projets, dans les présentations qu'on fait et ainsi de suite, je trouve le mec bon. Enfin, tu vois, je trouve que quand il parle, ce qu'il raconte, les présentations qu'il fait, et surtout, je découvre, mais c'est ce qui est sa caractéristique, c'est quelqu'un qui fait les trucs de A à Z. C'est-à-dire quand il prend un sujet, il est habité et il ne fait que ça. Et il déroule. Et il déroule, il fait que ça. Et il y a un truc qu'il supporte pas, c'est de faire les choses à moitié. Donc il les fait vraiment à fond. Et donc, en fait, quand tu le vois, moi j'étais assez impressionné de ce truc-là. Et il se trouve que son papa est entrepreneur, que le mien est entrepreneur. Donc si tu veux, je pense que ça nous met dans une forme d'état d'esprit et on avait été biberonnés à ça. Et donc, rapidement, on sympathise et un jour, on fait un projet ensemble, projet étudiant. Et là, moi, qui avais toujours en tête de me dire un jour, pourquoi pas monter une boîte, je me dis, tiens, si je dois monter des projets, je veux qu'il soit là. Et tu vois, il y avait un autre gars qui s'appelle Le Féchu, qui était avec nous, avec qui on a monté Vélo Tour, qui est à l'origine de WizEvent, qui était un événement. Et pareil, je m'étais dit, tiens, lui, c'est un mec qui est bon. Et puis on sympathisait, et puis je leur parle de projet. Et puis petit à petit, on se lance. Et on ne s'est jamais quitté. Donc, tu vois, ça commence sur les bancs de l'école. Et souvent, je dis, il y a des gens qui me disent, c'est quoi le conseil que tu pourrais me donner ? Je veux créer une boîte ou donner à des entrepreneurs. Et je leur dis toujours ce conseil qui est un peu dur à mettre en œuvre, mais il faut être... Le plus important, c'est d'avoir un super associé ou une super associée. Et ça se décrète pas. C'est un peu comme c'est comme si je disais... C'est le mariage, c'est pareil. C'est exactement ça. Ouais.
Et donc j'ai eu, ça c'est de la chance. Alors peut-être qu'on la provoque. Ou Là, c'était pour le meilleur. Parfois, c'est pour le pire. Ouais. Donc c'est vraiment une aventure à deux. Pierre-Henri, si je parle de banc d'école entrepreneur, c'est parce que quand tu démarres, en vrai, tu sais rien à rien. Tu sais rien faire. Tu vas apprendre au fur et à mesure. Je dis pas que tu sais rien faire, mais tu sais pas faire tout ce qu'il va falloir faire pour arriver là où tu es aujourd'hui avec QuizEvent. Typiquement, pour préparer nos échanges, je t'ai demandé des questions d'ailleurs que souvent on pose quand tu lèves des fonds. C'est quoi la taille du marché? C'est un grand marché, les gens vont... Non, mais vous n'avez pas suivi de manière très scolaire la création d'une boîte. Pas du tout. Et tu sais, toutes les conférences, c'était le début, on crée la boîte en 2008, c'était le début de cette vague un peu start-up. C'était vraiment le début. Hein. Il y avait... On disait même pas start-up, on disait entrepreneur et ça commençait. Exactement. Ouais. Il y avait, par exemple, il y avait peu de fonds d'investissement, il y avait très peu de business angels. Les business angels étaient des business angels un peu historiques qui avaient fait fortune dans l'industrie, donc pas des gens qui venaient du web. Et commençaient à se développer des conférences sur monter une start-up, créer une entreprise dans le web et tout. Et nous, on n'y allait jamais, on s'en foutait. Et tu dis, effectivement, on ne savait pas grand-chose, et je pense que tu dis juste. Par contre, on était habité de deux choses. C'est qu'on avait une très forte confiance en nous, et ça, je crois que c'était important, et beaucoup de folie. Et une énergie de dingue parce qu'on était jeunes. Donc, tu as confiance, beaucoup d'énergie, et t'es un peu fou. Et donc, tu vois pas finalement la montagne qui est devant toi, parce que tu es un peu fou. Et je crois que c'est ces trois trucs-là qu'on fait que par pragmatisme, parce qu'on n'a pas suivi les cadres, par pragmatisme, on a fait plein d'erreurs. Franchement, je le dis tout le temps, on a fait des milliers d'erreurs. Mais on n'a jamais fait... Moi, le truc qui est important pour moi, c'est de ne pas faire deux fois la même erreur. Je m'en fiche. Je dis souvent à des salariés, tu peux te planter. Par contre, si tu te plantes deux fois, c'est que tu es bête, en fait. Il y a une erreur qui aurait pu être décisive dans le mauvais sens. Il y en a une qui était oui, il y en a une qui aurait pu être décisive, c'est quand on lance QuizEvent. Donc QuizEvent, c'était quoi à l'origine? C'était de se dire, nous, organisateurs d'événements, parce qu'on avait monté cet événement de vélo, on galérait à vendre des billets. Les solutions n'étaient pas adaptées, elles étaient vieilles, longues à mettre en œuvre, il fallait des compétences techniques, on ne pouvait pas récupérer les adresses mail pour envoyer un mail en disant « j'espère que vous avez passé un bel événement, revenez l'année prochaine ». Enfin, donc c'était complètement suranné. Et du coup, on se dit, on va créer une solution de billetterie et on va adresser des petits organisateurs comme nous. C'est-à-dire des organisateurs qui vendent entre 100 et 1000 billets par an. Mais ils sont tellement nombreux. Tu sais, tu me disais, alors c'est quoi la taille? Tout le monde vend des billets, soit pour son asso, soit pour son boulot, soit pour du sport, pour de la culture. Donc finalement, c'est un marché qui est très grand. Et on s'est dit que si on arrivait à toucher tous ces petits organisateurs, on aurait un très gros marché. Sauf que la réalité, c'est qu'un petit organisateur, il n'est pas professionnel. C'est une association. Ça prend peut-être même encore plus de temps à gérer. Et puis pour nous, pour les contacter, parce que du coup, tu peux les contacter le soir et le week-end. Ils disent « Ah bah ok, on a un bureau d'association dans 1 mois et demi, je vais leur en parler. » Et ils te rappellent donc 2 mois après pour te dire « Bah au bureau, on a décidé qu'on allait bosser avec vous. Donc l'événement est dans 1 an maintenant. Donc t'attends encore 1 an. Et à la fin, tu fais 100 € de chiffre d'affaires. » Et en fait, ce coût d'acquisition qui était d'aller toucher tous ces petits organisateurs était bien trop élevé et trop long. C'est-à-dire que, en fait, pour toucher tous ces gens-là, c'est un travail de titan et derrière, tu gagnes peu d'argent. Et donc, si on était resté focus sur cette vision initiale qui était de dire on va adresser les petits organisateurs, ils sont tellement nombreux que ça sera un très gros marché, on se serait tué. Et très vite... Qu'est-ce qui fait, pardon? Qu'est-ce qui vous fait switcher? C'est prise de conscience du process et du temps que ça prend pour arriver à l'event? C'est juste vous arrivez à court de cash? Il se passe quoi? Non, vous dites là, à un moment, c'est plutôt pragmatique qu'est de se dire attends, regarde là, ça fait 6 mois qu'on commercialise. Prenons l'exemple de tel client, t'as vu le temps qu'on a mis pour le signer, puis regarde, il nous rapporte 100 €. Et puis si on continue comme ça va mettre des années. Et comme on avait quand même de l'ambition, on voulait faire quelque chose de gros, on se dit ça pourra pas tenir comme ça. Et c'est Sébastien notamment qui rapidement met le doigt dessus. Et tous les deux, on est assez convaincus. Et en même temps, en plus, c'est assez excitant de se dire on va toucher des événements plus gros parce que plus médiatiques. Et t'en as cité quelques-uns. Et donc, peu à peu, finalement, tout ce qu'on gagne, chaque euro gagné, on le réinvestit pour ajouter des fonctionnalités au logiciel pour qu'on soit en capacité de dire à ces grands organisateurs, vous avez besoin de cette fonction, on l'a. Vous avez besoin de celle-ci, alors on va la faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a avancé avec cette culture, on l'évoquait un petit peu avant, de jamais dire non. Donc, de toujours dire, ah, vous avez besoin de ça, on va vous le faire. Ah, vous aimeriez ça, on va le faire. Mais ça a ses limites, de ne jamais dire non. C'est-à-dire que ça, tu l'as dit, ça a permis de cranter un certain nombre de choses et en même temps, et je me demande si tu me l'as pas déjà dit toi aussi, t'as pas un entrepreneur qui a réussi qui te dit pas à quel point le fait de dire non, c'est ce qui fait
à un moment que tu réussis. Exactement, ouais. Et ça, c'est dur, tu vois. Aujourd'hui, on l'évoquait, hier, on avait un board avec le top management, on va dire, de WizEvent. Et on avait ce sujet, on en arrive à la conclusion de dire, mais on n'arrive jamais à dire non. Sauf que, Encore. mais encore aujourd'hui, parce que c'est culturel, si tu veux, c'est ancré en nous et je pense que ça fait partie de notre ADN. Et ce pas dire non, c'est aussi pas dire non à un client, c'est de dire le client est roi. Tu vois, mon père m'a toujours dit le client est roi. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que si le client il te demande de repeindre la pièce en bleu, tu la repeins en bleu parce que pour lui c'est important. Et donc c'est cet état d'esprit qui est aussi de se dire on est au service des organisateurs d'événements, on est là pour eux. Et donc ça, si tu veux, je veux le garder parce que c'est notre ADN et c'est ce qui. Mais on essaie de grandir un peu et de se dire parfois, il faut dire non. Et tu vois, moi, j'ai même à titre perso, en tant qu'entrepreneur, t'évoquais le cas du foot. Ouais. Tu dis, tiens, t'as racheté un club de foot. Donc, un club de foot, je crois qu'il n'y a rien de plus médiatique. On va en parler après quand même, hein, mais vas-y. Et donc, tu reçois des sollicitations du matin au soir. Et moi, je me suis fait une règle depuis le début qui a toujours été de répondre à tout le monde. Donc, sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Par SMS, par mail. Quand on m'appelle et que j'ai un appel en absence, je mets un texto pour dire désolé, même que je connais pas le numéro, je dis désolé, j'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à mettre un message. Oui, c'était pour vous vendre. Souvent, c'est ça. Oui. Mais je me suis fait cette politique. Sauf que là, par moments, c'est intenable. Ouais. Et puis, tu as des gens qui veulent te voir. Moi, en fait, là où c'est intenable, c'est que ton temps n'est pas extensible à l'infini. Mais si tu veux, c'est dur parce que ça se heurte à un truc très perso. Gamin, j'étais fan de foot et j'étais fan de Bernard Lama, le gardien du PSG. Ouais. Et je lui avais envoyé un mail ou un courrier. Et il t'avait répondu? Non, il m'avait pas répondu. Ah ouais. Et ça m'avait choqué. Et je m'étais dit, attends, c'est quand même, je lui avais envoyé un mail. Bernard. Ouais. Il m'avait pas répondu. Et aujourd'hui, avec recul, je me dis, en fait, mais je comprends aussi. Et donc, se dire non aussi dans son agenda, dire non, je bloque des plages de temps pour ma vie perso, pour mes gamins, dire non, et en fait, c'est essentiel. Et je crois que c'est important. Par contre, il faut trouver aussi le juste équilibre parce que. Toujours. L'autre point dans cette réunion hier avec le top management, on se dit bon, il faut qu'on apprenne à dire non. Et là, il y en a un qui a éclaté de rire, il dit ça y est, on devient une boîte normale. Et donc, malgré tout, pas dire non, c'est aussi un peu cet esprit start-up de dire ça paraît impossible, on peut pas le faire, comment on arrive à le faire? Et donc, on est tout le temps tiraillé entre les deux. Et c'est un peu cet éternel débat entre ton ambition, tes ressources et comment tu les alloues et comment tu pilotes tout ça. Si on revient sur les débuts, c'est les moments où il y a eu le plus de doutes pour l'entrepreneur que tu es. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces mêmes doutes amènent pas les mêmes décisions. Non, ouais, en fait, si tu veux, on a eu beaucoup de doutes, mais on n'a jamais douté. Alors, c'est un peu débile ce que je te raconte. C'est que oui, on avait beaucoup de doutes sur le modèle, mais on était tellement habité par le projet, on avait tellement d'énergie que j'ai moins aujourd'hui. On avait tellement de passion et on était tellement inconscient, cette folie que j'évoquais, que finalement, ces doutes, tu les balayes vite d'un revers de la main. Et la deuxième chose, c'est que on a pris le chemin de l'entrepreneuriat qui me paraît le plus facile, qui est celui à la sortie des études. Alors, tu connais rien à rien, tu as moins de réseau, tu as moins d'expérience, mais par contre, tu as un rythme de vie qui est beaucoup plus léger, et donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous, pendant 4 ans, on s'est payé 1 500 € par mois. En fait, on s'était dit avec Seb, ok, on a besoin de quoi pour vivre? Il faut payer un appart, 500 €. Il faut payer un peu de nourriture, de trucs, 200, 300, 400 €. Et puis, il faut quand même de temps en temps pouvoir prendre un train pour aller voir ses potes, faire la fête et tout. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait 1 500 €. Et donc, pendant 4 ou 5 ans, on s'est payé à ce niveau-là. Et si tu veux, aujourd'hui, je serais plus capable de vivre avec ce montant. Ouais. Bon, parce que comme tout le monde, tu vois, j'ai acheté des appartements, des enfants et tout. Mais à l'époque, j'avais pas l'impression de faire d'efforts parce que on passait 7 jours par semaine à bosser. Donc, on sortait peu. Donc, ta seule dépense, c'était le midi quand tu allais t'acheter un sandwich. Le soir, tu rentrais, tu dormais. Et donc, si tu veux, c'était aussi en lien avec des moments de vie. Donc, tu as beaucoup d'énergie, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, tu es habité par le projet. Et aujourd'hui, par contre, là, tu me dirais, OK, il faut relancer un projet parce que peut-être que je suis un peu moins fou, que maintenant que j'ai gravi cette montagne. Est-ce que tu as moins de passion et moins d'énergie? Moins d'énergie, oui. Moins de passion, je crois pas. Moins d'énergie, c'est sûr, parce qu'il y a un peu d'âge. Alors, je peux être très vieux, j'ai une quarantaine d'années, mais oui, t'as pas la même énergie qu'à 20 ans. T'as plus envie. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire les efforts qui étaient violents. C'était violent, c'est-à-dire que. C'est quoi violent? Violent physiquement, c'est-à-dire que moi, j'ai souvenir qu'on rentrait pas avant 22 h tous les jours, que le matin, on embrayait à 8 h, que le samedi et le dimanche, on bossait. Le lendemain de mon mariage, tu vois, je me marie, le lendemain, je suis en train de faire les virements parce que sur les virements, on envoie, tu t'évoquais le nombre d'événements qu'on fait, c'est à peu près cette année 50, 60 000 événements par an. Tous ces gens-là, tu vends des billets, tu dois leur renvoyer l'argent.
Et j'avais identifié dès le début que c'était un truc très dangereux pour WizEvent. C'est-à-dire que si tu envoies, imagine ton fichier de virement, tu le décales d'une ligne, tu envoies à l'organisateur A la somme de l'organisateur B, tu fais ça sur 60 000 virements, tu as planté la boîte. Et donc moi, je me le fais toujours, je voulais faire des contrôles manuels que j'ai automatisés pour vérifier et m'assurer qu'on ne plante pas la boîte là-dessus. Le lendemain de mon mariage, il se trouve que ça tombe un jour de virement, je me marie un 15, le 16... Je suis chez mes beaux-parents, au garage, avec mon ordi, pendant 5 heures à faire ce truc-là. Avant de partir, on était partis en voyage de noces en France. Avant de partir, tu vois, j'étais en train de faire ce truc-là. Et donc, aujourd'hui, ça me fait marrer parce que c'est une anecdote. Mais aujourd'hui, tu le refais pas. Et puis quand tu le fais, t'es un peu saoulé. La réalité, c'est que tu dis, attends, t'as quand même un peu zinzin. Tu viens de te marier la veille, t'es KO et là, t'es en train de faire le truc. Et aujourd'hui, non, j'aurais plus envie de faire les mêmes efforts. Et par contre, la passion, elle est toujours là. La capacité à beaucoup bosser est toujours là, mais plus... Et puis l'autre violence, c'est aussi une violence mais qui est une violence moins forte, mais quand tu fais ce projet de te dire je veux créer une boîte et que tu veux faire une grosse boîte. Nous, on avait l'ambition, en fait, on vient du monde du sport et on avait l'ambition de se dire on vient de prendre une licence dans l'entrepreneuriat, on est au niveau 0, pourquoi on n'irait pas taper le niveau le plus haut? On ne s'est pas dit c'est l'objectif, mais on s'est dit allons le plus loin possible. Et quand tu te dis ça, si tu veux vraiment le faire, tu es obligé de mettre les moyens en face. Et donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que tes potes, moi j'avais un super réseau de potes, j'ai toujours des super potes, mais à un moment donné, pendant 4-5 ans, le jeudi soir, ils disent venez, on va boire un coup, sorti du boulot et tout. Toi, tu dis non, je peux pas. Là, tu savais dire non. En fait, c'est une là, autre tu disais non. priorité. Ouais. Et tu dis non 2 fois, 3 fois, 10 fois, et à la fin, on te propose même plus de venir. Donc, tu t'écartes un peu de tes potes, c'est un choix de vie à un moment donné. C'est-à-dire qu'un peu comme... non, mais c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et ces sacrifices, aujourd'hui, j'aurais moins envie de les faire. Je suis toujours prêt à les faire à d'autres niveaux. Par contre, tu le compenses par plus d'expérience, plus de réseau. C'est intéressant de faire le parallèle. Aujourd'hui, si tu es prêt à faire des sacrifices sur un autre niveau, sur quoi? C'est plus... Non, aujourd'hui, les sacrifices, c'est de l'allocation de temps. Ça veut plutôt dire, tiens, je vais réallouer du temps sur ce projet. Et après, aujourd'hui... C'était déjà ça à l'époque. C'était déjà ça à l'époque, mais aujourd'hui, je suis plus prêt à faire des sacrifices comme là, c'est-à-dire d'enlever des trucs. Tu vois, on a parlé du club de foot, on va peut-être en reparler. Mon vrai questionnement, c'était quel va être l'impact sur ma famille? Et ça, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire que je me suis imposé cette ligne rouge de me dire, OK, je suis prêt à ce que ça me prenne plus de bande passante intellectuelle, de temps personnel, mais je veux pas, et tu vois, je l'ai dit au club d'ailleurs, il y a une équipe féminine et je leur ai dit, j'ai rien contre le foot féminin, au contraire, mais je leur ai dit, je pourrais pas faire tous vos matchs parce qu'il y a déjà les matchs des garçons, si je fais en plus les matchs des filles, le club est à Dijon, c'est-à-dire que je fais plus de week-end, j'ai plus de vie, j'ai plus de gamins et tout. Et donc je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai dit, j'ai une entreprise à Paris, donc WizEvent dans laquelle je suis toujours à fond, j'ai 2 enfants en bas âge, et puis les enfants, tu te retournes et puis ils ont 18 ans, ils sont partis de chez toi et t'as pas pu profiter. Les vacances que vous allez passer ensemble, elles se comptent sur 2 fois demain. Exactement. Et donc ça, je veux pas faire de sacrifice dessus. Par contre, sans mettre plein sur les épaules, c'est un peu de jamais dire non. Ça, je l'ai fait avec le club. Ça, oui, je suis en plein dedans. Ce qui est certain, c'est que tu sais en tout cas les sacrifices que tu es plus prêt à faire. Ouais, complètement. Ouais. Donc à un moment, ça aide à prendre les décisions. Je reviens au début. Tu m'as parlé d'un tableau débile. Un tableau Excel. Dans les doutes, à un moment donné, avec Sébastien, on fait 3... on se dit c'est compliqué et on pose des simulations pour se dire si dans 1 an, on est en dessous de cette courbe qui est la courbe de survie, il faut qu'on arrête. Si on est légèrement au-dessus, là, on sera dans quelque chose qui est acceptable. Donc, survie, c'était... Il y a la courbe survie. La courbe normale. Cool. Et puis après, on était étudiants, donc on avait, je sais plus, 27 ans. Et je sais plus, j'avais dû appeler ça la courbe super sexe ou un truc comme ça, qui était là, ça cartonne. C'était pour dire ça cartonne, c'était un peu notre... Donc, tu as ces 3 J'ai ces 3 courbes, ouais. Et 1 an après, on réouvre le fichier et on est en dessous de la courbe survie. Et donc, normalement, t'arrêtes la boîte. Et en fait, on regarde, on en rigole et on dit, bah non, on continue parce qu'on sentait qu'il y avait une traction. Si tu veux, on sentait qu'il y avait un truc qui prenait. Cette phrase-là, ça commence à prendre. Je l'ai entendu, mais des milliers de fois, de milliers d'entrepreneurs. Et en fait, c'est juste ce petit truc qui te tient, et qui fait que t'arrêtes pas. Et puis qui est parfois impalpable, c'est-à-dire que c'est pas que les chiffres. C'est de sentir des retours clients, des gens qui disent, franchement, votre truc est cool, ça me plaît, j'en parle à d'autres.
Oui, c'est ça. C'est pas encore toujours palpable Non. sur Non, le non. compte en banque, sur le nombre de clients, mais il se passe quelque chose. Ouais. Il faut être attentif à ça. Ouais. Et tu vois, sur l'entrepreneuriat, parce que l'idée, c'est aussi de faire des retours d'expérience, on a une image. Moi, le premier, j'avais une image faussée de. Déjà, j'avais la première idée complètement fausse qui était il faut la bonne idée. Tu sais, le Eureka en pleine nuit, tu te réveilles, t'écris sur ta table de chevet l'idée, et t'as l'idée géniale et c'est gagné. Des fois, tu te réveilles le lendemain, tu relis, c'est Oui, pas la même. C'est pas du tout. Souvent. Ouais. Et ça m'arrive des fois, avant de faire des prises de parole publiques où t'es dans ton pieu, tu réfléchis, tu dis, tiens, je vais dire ça, puis le lendemain, tu dis, non, c'est ridicule. Mais par contre, quand t'étais en train d'y penser, tu trouvais ça génial. Tu trouvais très bon. Tu voyais la standing ovation. Ouais, exactement. Et donc, j'avais cette idée, justement, que l'idée était essentielle. Et j'avais une deuxième fausse idée qui était la suivante, qui était ça va très vite. Si c'est la bonne idée, tout de suite, en 2 ans, 3 ans, c'est fait. Tu vois, tu vois une start-up américaine, Facebook, tu dis, oh, génial, il a eu l'idée hier soir. Mais en fait, ça fait 8 ans qu'il bossait quand toi, t'en as entendu parler. Et donc, ça, c'est le deuxième point, c'est que la phase de doute, le lancement et tout, en fait, c'est très long. Et je pense qu'une boîte, et il y a 2 grands cuts à mon avis. Il y a le cut à 5 ans, c'est est-ce que tu as encore envie? Et souvent, c'est à 10 ans que tu as la vraie photo de tout le boulot que tu as fait, mais pas avant. C'est-à-dire que si on est dans le court terme, quand on crée une entreprise, notamment une entreprise innovante, donc une start-up ou tout ce qu'on imagine autour de ça, si on n'a pas 10 ans devant soi, je pense qu'on se tire une balle dans le pied, on se ment à soi-même. La réalité, c'est que si à l'époque on m'avait dit tu pars pour 10 ans, j'y aurais jamais été. Ouais. Tu vois, Ouais. donc, et pourquoi à un moment donné tu y vas et que t'es un peu fou, c'est parce que t'as pas cette lucidité de voir la montagne que tu vas devoir franchir. Et c'est aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes les épreuves, le chemin parcouru, que tu dis ah, quand même on a fait un petit bout de chemin, mais parce que tu le regardes en l'ayant fait step by step, pas par pas. Mais par contre, si t'es dans l'idée de faire des grandes enjambées, d'arriver tout de suite sur tu peux te faire un froissement de muscles. et puis tu le fais pour les mauvaises raisons. Ça va être parce que t'as envie de gagner beaucoup d'argent tout de suite, ou parce que t'as envie d'avoir une forme de notoriété parce que la boîte est connue. Je crois pas que c'est les bons trucs. Bah ouais, mais pourtant, c'est les contenus qui marchent le plus sur YouTube. Mais ouais, exact. Moi, c'est affligeant. Ouais, moi, quand je vois ce genre de truc de devenir riche en 1 heure. Et en fait, la réponse est tu achètes ma formation, moi je vais être riche. Tu sais, on a eu le cas sur parce que WithEvent, c'est assez marrant aussi, c'est que on est un réceptacle de toutes les tendances puisque c'est une solution qui permet à n'importe qui de créer un événement pour vendre des billets, que ce soit des billets payants ou des billets gratuits. Donc quand il y a une nouvelle tendance en France, on la voit. Et ça, tu l'as vu? La tendance de la Zumba, on l'a vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde voulait faire de la Zumba, donc il y avait plein d'événements de Zumba. Après, il y a un film qui était sorti qui s'appelait Projet X, qui était en gros, tu fais une soirée, tu casses tout dans la maison. On avait les soirées Projet X. Et là, ce genre de contenu fait par des influenceurs qui est du type des formations, devenez riche, prenez contrôle sur votre vie, enfin tu sais, tous ces trucs un peu. Et ça, on voit avec tous les mêmes sites web. Et on en a de plus en plus. Et la semaine dernière, il y avait la responsable du service client qui dit tiens, on a un client qui se plaint, qui a payé une formation très chère et qui n'a pas de nouvelles de l'organisateur et l'organisateur ne lui répond pas. Il lui a pas envoyé de formation. Et le contenu de la formation, c'était comment devenir riche en 5 minutes. Et ma réponse à moi, c'était comment il parlait pour lui, en fait, parce qu'il vole de l'argent aux gens. Et ça, c'est un peu triste. Et c'est le côté court-termiste qui est vendu. C'est-à-dire que sans effort, tu l'as tout de suite et je crois que ça n'existe pas. Et à un moment, il y a aussi la notion toujours de la source et qu'en fait, parce qu'on va avoir des centaines ou des milliers de likes, on va se dire c'est crédible, alors que les gens n'ont pas toujours fait de grandes choses avant. Complètement, ouais. Non, ça et c'est moi un truc que je trouve assez vertigineux aujourd'hui, c'est cette puissance des réseaux sociaux et le fait que des sources qualifiées, que ce soit des journaux, des médias, entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont des choses à raconter parce qu'ils ont prouvé, sont plus, en tout cas, n'ont pas ce certificat de crédibilité que d'autres peuvent leur prendre, alors que pour le coup, ils n'ont pas. Et t'en arrives à ces théories complètement folles, complotistes et tout, qui me laissent pantois. Et on fera le lien tout à l'heure, parce qu'on est le matin de l'élection de Trump, et voilà, ça chatouille mon rationnel, on va dire. En tout cas, dans 40 nuances de Next et tous les médias feuilles blanches, on reçoit des entrepreneurs qui ont prouvé des choses et c'est gratuit. Je pense que c'est la meilleure des formations, c'est des milliers d'heures parce qu'en fait, apprendre, ça prend du temps. Et tu vois, ce que tu dis, une principale source d'apprentissage et d'information pour moi, et c'est notamment Cash Out, qui est un de tes podcasts que j'ai beaucoup écouté, et puis d'autres podcasts, Next 40, j'en ai écouté aussi.
j'ai toujours adoré et je me suis toujours nourri de retours d'entrepreneurs. Et c'est pour ça aussi, quand tu me proposes d'intervenir ici, À chaque fois, tu es là. à chaque fois Toujours. j'accepte parce que j'aime bien renvoyer la balle et je trouve que j'ai fait une formation en entrepreneuriat où en fait, en gros, c'était un master innové entreprendre qui est à l'ESCP. Ouais. Et aujourd'hui, si on me demande si ça s'apprend, je crois que ça s'apprend pas. La formation était très cool parce qu'on était avec Puis des ça te met dans un bain, dans un mood. ça te met dans ouais. une seringue et ça Allez, te pousse. vas-y, Exactement. Donc si c'était à refaire, je le referais 10 fois. Mais au fond, mon sentiment, c'est que ça s'apprend pas. C'est plutôt un état d'esprit d'aimer porter des projets, d'aimer être leader, d'aimer... Donc, et par contre, le vrai apprentissage, c'était tous les retours d'entrepreneurs qui venaient dans cette formation et qui nous racontaient leur parcours, leurs échecs. Par quoi ils sont passés. Et voilà. Et ça, c'était passionnant. Ce qu'ils ont réussi à craquer, à quoi ils se sont confrontés carrément. Il y a, tu l'as dit, hein, à chaque fois qu'on te sollicite, alors, jusqu'ici, tu ne nous dis pas non. Non, jamais. Peut-être un moment, t'en auras marre. Récemment, je t'ai proposé d'intervenir sur un sujet que tu n'as pas directement vécu avec d'autres entrepreneurs autour de l'échec entrepreneurial. C'était pas diffusé dans nos médias. Je vais juste envoyer ce jingle pour qu'on en parle. Quel jingle de notre nouveau programme. On détaille l'anatomie d'une chute de boîte avec ceux qui l'ont vécu. Et c'est vrai que tu te rends compte que plus les rêves sont grands, plus la chute est dure et que tu peux être parfois 5 ans, 10 ans après, avoir même relancé une boîte, réussi, revendu une boîte. Quand tu repenses à ces moments-là, il reste une douleur profonde. Je t'avais proposé d'intervenir parce que toi, tu étais un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire que les débuts ont été extrêmement difficiles et on va raconter un certain nombre de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la grosse croissance, la rentabilité qui est au rendez-vous. Mais ça a éveillé chez toi, et je vais le dire comme ça, mais au moment où tu me partages ça, et puis ça faisait un moment que l'émotion commençait à prendre, on s'est tous mis à chialer dans la salle. Parce que quand on vous reçoit dans 40 nuances de Next, oui, vous avez prouvé un certain nombre de choses, vous avez coché un certain nombre de cases, levé des millions, valorisé la renta, bref. Mais montrer que la ligne est fine entre l'échec et le succès. Mais en fait, quand tu crées une boîte, et quel que soit le niveau de la boîte, quel que soit le nombre d'employés, tu mets ton corps et ton âme. Et donc, au fond, quand il y a un échec, tu le prends pour toi. C'est-à-dire que tu dis, c'est mon corps et mon âme qui est pas bonne, en fait. Ouais. Donc, c'est intuitu personnel. C'est vraiment toi et à un moment donné... Et ta capacité à. Et puis les gens, pourquoi on dit la boîte, c'est mon bébé ? C'est qu'en fait, c'est une extension de toi-même, ça fait partie presque de ta famille. Et donc, du coup, c'est ça qui, à mon avis... D'ailleurs, WizEvent à tes yeux. Plus maintenant. Oui, si, un peu, mais moins. C'est-à-dire que... Oui, plus ça grandit, plus... Ouais. Et puis, au début, j'ai pu être un peu dans cette approche, tu sais, presque... T'allais dire paternaliste. Patrimonial, patriarcal du truc, qui était de te dire que c'est un truc familial, que tu vas le transmettre. Mais en fait, plus la boîte grossit, plus je me dis que je souhaite pas à mes gamins, et puis que c'est pas du tout le sujet. Et puis ils auront peut-être d'autres envies. Ouais. Et puis que là, je suis arrivé dans une phase où je pense que même en tant que père personnel, je vais la vivre aussi, où aujourd'hui, mes gamins, j'ai pas envie de les voir partir. Mais, et le jour où, tu vois, ils ont un copain, une copine, je pense que ça va être, c'est pas un truc que j'attends avec plaisir, tu vois. Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, en fait, je serais content parce qu'en fait, t'évolues. Et aujourd'hui, de voir WizEvent continuer, tu vois, à un moment, tu m'aurais dit il y a 10 ans, est-ce que t'imagines WizEvent sans toi ? J'aurais dit non. Là, dans 10 ans, je suis plus là et je vois que WizEvent continue à exister, je serais ultra content. Mais quand on va parler rapidement du contrat au moment de la revente de WizEvent à vente privée, il y a un sujet qui fait que t'étais pas prêt à lâcher. Non. Donc on va en parler. Moi, j'ai ce souvenir de ton témoignage où tu es au début de WizEvent, et je sais pas si tu veux bien le repartager ici au micro, mais avec ton père. Ouais, c'est ce que j'évoquais sur l'échec, c'est-à-dire que on lance WizEvent en 2007 à peu près, et tout début 2009, donc ça fait à peu près 1 an et demi, je suis à fond sur le projet, et mon père m'appelle, donc mon père entrepreneur, il a une société à Dijon, il m'appelle et il me dit... je sens à sa voix que ça va pas. Je me dis merde, pépin de santé et tout, et non, c'était pas ça, donc heureusement. Mais il me dit, et je sens qu'il est ultra affecté, il me dit tiens, j'ai 4 collaborateurs, c'était une petite boîte, 10 personnes, j'en ai 4 qui partent pour créer une boîte concurrente. Et je sens mon père au fond du trou,
pas parce qu'il se dit, tiens, le boulot que j'ai fait va se casser la gueule, économiquement, je vais perdre de l'argent. Il est humainement complètement sous le choc parce que si tu C'est veux... une trahison. Bah, ouais, il est considéré, je pense qu'il est considéré presque comme ses gamins, mais pas loin, parce que c'était des salariés avec qui il avait tendu la main dans des moments compliqués, et il a toujours été dans une approche très paternaliste. Et donc, il le prend comme une trahison de dingue. Et si tu veux, à ce moment-là, il y a un truc très dur pour moi, c'est que je sens, mais c'est peut-être arrivé à d'autres personnes, et je sens que je suis plus fort que mon père. Je me sens physiquement plus fort. Alors que gamin, quand rien, ton père moi, c'est Dieu, c'est le héros, oui. et ils ont réponse à tout. J'appelle papa, il va me sauver. Et là, je sens que je suis plus fort physiquement, je suis plus fort intellectuellement, je suis plus fort moralement. Et si tu veux, tu prends une claque parce que du coup, t'es inquiet pour quelqu'un que t'aimes. Dans le même temps, t'as une prise de conscience d'un changement dans la vie où tu te... Il se passe quelque chose. Ouais, il se passe un vrai truc. Et donc, qui est inconfortable. Cette prise de conscience, elle est ultra inconfortable. Ultra inconfortable. Moi, pendant 1 an, 2 ans, quand on m'appelait, que c'était ma mère ou mon frère de Dijon, je me disais, ah putain, quelle merde on va m'annoncer. Tu vois, j'étais comme ça. Et donc, je dis à Sébastien... Comme si tu prenais le rôle, en fait, de père. Oui, à ce moment-là, moi, je me sens... responsable. Et donc, je débarque à Dijon l'après-midi. Il m'appelle à 11h ou 14h, ou je sais plus. Et à 17h, je débarque à Dijon. Et je débarque pour l'aider, en gros, pour dire, bah attends, ils partent, mais je vais t'aider. Et si tu veux, pour moi, c'était important parce que j'ai manqué de rien. C'est-à-dire que je suis pas... Tu t'as dit tout à l'heure, ça a été très dur, les débuts de WizEven. Ça a été compliqué, mais ça n'a pas été très dur parce que j'avais pas de prêt étudiant à rembourser. Ma femme me prêtait un peu d'argent pour que ce soit plus facile. J'ai vécu dans des bonnes conditions. Tu vois, ils ont payé mes études. Donc, je suis plutôt un privilégié. Ouais. Et donc, je me sentais ultra redevable, par contre, de me dire, attends, là, il est en galère, c'est à moi de l'aider. Je suis là, ouais. Et donc, je débarque, et donc, on est le soir. Donc, je vois mon père mal. Et si tu veux, il y a une scène folle où je suis à 11h dans ma chambre de gamin. Donc, tu retournes dans ta chambre de gamin. Je suis devant mon ordi. 11h ou 1h du mat. Je pense qu'il est plutôt 1h du mat. J'entends des pas dans l'escalier. Et je vois mon père débarquer avec... et je vois qu'il dort pas, en fait. Et qu'il est, tu vois, cerné de ouf. C'est un couche-tôt. Ouais, et puis je sens qu'il est mal. Et puis, tu vois, il vient me voir, il me parle. Moi, je vois qu'il... Et si tu veux, ça m'avait pris au trip. Tu vois, tu te dis, putain, attends, ton père qui est presque en train de chialer, il est 1h du mat, tu vois. Ah. Donc ça, c'était un moment un peu dur. Et si tu veux, c'est pour ça que j'étais venu pour intervenir sur l'échec, c'est que quand tu as cet échec, je pense que tu as un grand, grand sentiment de solitude, et qui est d'autant plus fort que c'est un projet que tu portes personnellement. Et puis... Qui est à mettre au regard avec les rêves et l'énergie que tu as mis dedans. Et à l'inverse, tu vois, mon père me rappelle il y a 1 an et demi, parce que du coup, la boîte après est en redressement judiciaire, et il s'est fait, et moi je suis admiratif de ouf, il s'est fait une obligation de tenir ce redressement judiciaire, et la boîte est plus en redressement judiciaire. Et quand il est sorti du tribunal de commerce il y a 2 ans, il me raconte la scène. Moi, je l'ai pas vécu, mais ça m'a ému quand il a raconté. Il me dit, ouais, j'étais en bagnole, il dit, j'ai gueulé. Tu vois, je le vois bien en train de faire, Wah! Et donc, si tu veux, et ça montre que ça te bouffe, tu vois, que c'est un truc quand même qui... Donc, c'est ça. Qui est viscéral. Ouais, qui est viscéral. Et du coup, et c'est là où l'échec, et tu vois, avec le club de foot, je suis en plein dedans, et c'est aussi pour ça que je suis venu intervenir, quand tu m'as demandé d'intervenir sur le sujet, c'est que avec WizEven, je suis dans la partie qui rigole. Et là, j'ai repris un club de foot qui est en grande difficulté, dans lequel on doit faire des licenciements économiques, dans lequel on doit prendre des décisions d'arrêter des choses, et dans lequel je sais que je suis à risque. C'est-à-dire que je me suis vraiment mis à risque. Financièrement, en termes de réputation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, moi, aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tiens, j'ai créé WizEven, c'est devenu une super boîte, voilà ce qu'on fait. Ah, bravo. Peut-être que dans 2 ans, ce sera, ah, c'est vous qui avez planté le club de foot. Alors que je suis en train d'y mettre une énergie de ouf, beaucoup d'argent, parce que là, je suis en train de prendre un truc sur lequel je suis très inquiet parce que le modèle économique est dur à trouver, parce que c'est un gros bateau, et parce que, tu vois, WizEven, je l'ai façonné à ma façon. Là, tu reprends quelque chose. Là, j'arrive dans quelque chose qui ne fonctionne pas comme moi, j'ai l'habitude de faire fonctionner les choses. Donc, je suis en train d'essayer de tout changer, de tout bouger. C'est pas simple. C'est pas simple. T'as des salariés qui disent, cool, on va vous suivre. T'en as d'autres qui disent, ah bah non, on a toujours fait comme ça. Et l'échec, du coup, je le perçois. Ah, je le projette. Et je dors mal la nuit, hein. Je peux te garantir que je suis pas bien. Ah ouais. Mais quel est le kiff d'un club de foot? Non, c'est... Tu peux demander à tous les présidents, ils disent tous la même chose. C'est 95% d'emmerde pour 5% de moments de plaisir. Mais... Donc, les moments de plaisir... C'est proche de l'entrepreneuriat. C'est proche de la drogue. C'est proche de la drogue. Et c'est proche de l'entrepreneuriat, mais oui. Ouais. C'est assez proche de l'entrepreneuriat. Ouais. Peut-être pas les mêmes pourcentages, mais en tout cas, ce sujet montagne russe qui est évident.
Je voulais aller quand même sur la perception le risque, tu n'y arrives pas, c'est une chose, mais Ouais. tu me parlais du risque réputationnel. Ouais. Bon, tu serais pas le premier club de foot qui perce pas comme espéré. Non, mais c'est peut-être aussi moi. Je refuse l'échec. J'aime pas perdre. On l'a évoqué tout à l'heure, et Sébastien, il est pareil. Quand tu es sportif, et je pense que d'ailleurs, les sportifs qui ont le plus de succès sont des gens qui sont allergiques à l'échec. C'est-à-dire des mecs qui, quand ils perdent, ils sont mal, ils endorment pas la nuit, ils sont... Donc je pense que j'ai pas été un grand sportif, mais pour le coup, sur l'entrepreneuriat, je déteste l'échec, j'aime pas perdre. Donc c'est plus lié à ça, c'est-à-dire que ma réputation, c'est pas le sujet qui me fait vivre au jour le jour, mais c'est plus moi de me dire, merde, mais tu vois, même là aujourd'hui, quand je regarde le club de foot, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que t'es foot là-dedans? T'étais tranquille, patrimonialement, aucun stress. T'as une boîte qui marche bien, qui t'occupe, t'as une famille qui va bien. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans un truc où tu vas prendre que des coups, où finalement, quand tu regardes l'équation économique, tu te dis mais t'as pas été lucide en fait, fallait que tu regardes les chiffres, fallait que tu regardes un peu plus. Ce que tu avais quand même fait. Ouais, mais ce que j'ai fait, je pense que j'ai mis un peu de passion aussi. Ouais. Un peu comme au début. La décision où il y a une part d'irrationnel aussi. Ouais, voilà. Il y avait une part d'irrationnel. En fait, il y avait le côté de se dire, si je le fais pas là, je le ferai jamais. C'était aussi un peu un rêve de gamin. Et puis le sentiment, mais c'est là où De participer à la vie locale. Alors ça, je voulais renvoyer à Dijon ce que ça m'a apporté, ça c'est sûr. Mais avec la grande peur du coup de dire, je rends à la ville ce qu'elle m'a apporté, mais ça se trouve, je suis celui qui va emmener le club au cimetière. Tu vois, donc là, Et puis là, tu reviens pas à Dijon pendant des années. Voilà, où tu te grimes. C'est pour ça que j'ai une pression de dingue. Et le club, tu vois, tu dis, tu l'as repris, mais il m'appartient pas. Un club, une entreprise, elle t'appartient en partie, et à ses salariés et à ses clients. Mais là, un club de foot, ça appartient à une ville, en fait. Ça appartient à ses supporters, ça appartient à ses joueurs, ça appartient aux collectivités, au territoire, à une histoire passée. Et donc ça met une pression complètement folle. Et tu vois, avec recul, quand je regarde mes deux tâches, With Event et le foot... Alors, pause. Vas-y. On a une question surprise de Paul Fauvel, que tu connais bien, je crois, et qu'on t'envoie tout de suite. Vous avez un message. Bonjour Pierre-Henri, j'avais une question. Est-il plus facile de développer une start-up leader dans son secteur en France pendant 18 ans ou la reprise d'un club de football professionnel après 2 relégations sportives? Merci. C'est le DG du club? C'est le DG du club, oui. Un ancien client de With Event. Ok. Qui est un tout jeune, qui est le plus jeune directeur général d'un club professionnel en France. Ça, c'est une décision que tu as prise. Alors, j'ai pas dit je vais prendre le plus jeune, mais dans le fait, c'était le plus jeune. Et oui, et je voulais insuffler je voulais apporter un nouveau souffle dans ce club. C'est en plus quelqu'un qui partage mes valeurs parce qu'il vient du monde amateur, que le club de Dijon était en Ligue 1 il y a quelques années, donc il a besoin de retourner une forme de rationalité économique. Et c'est un chic type parce qu'il est venu avec moi dans cette galère. Ouais, dans cette galère. Et si tu veux, là, on en parlait tout à l'heure, on va devoir licencier des gens. C'est lui qui est en première ligne, c'est-à-dire que lui, il voit des gens toute la journée qui va devoir licencier à 28 ans. Et en plus de ça, c'est un mec qui est bon. Donc non, je suis... Oui, tu viens pas dans une aventure pour licencier des gens, mais il faut savoir le faire. Demain, il me dit qu'il part, je suis pas bien. Ouais. Donc non. Et donc bon, donc super gars, un peu comme Seb. Donc et après, qu'est-ce qui est le plus dur entre monter une start-up ou reprendre un club? Reprendre un club. Alors, je sais pas si on en parle dans 18 ans. Bah, peut-être. Tu vois? Bah, peut-être qu'on dira bravo. En fait, parce que là, t'es dans le dur des débuts. En venant en scooter tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, parce que je réfléchis un peu à ce que j'allais te raconter, et je savais qu'on en parlait, et je me suis fait exactement cette réflexion. Je me suis dit, dans 5 ans, il y a des gens, ils vont dire, franchement, t'as été visionnaire, c'est génial et tout. J'espère qu'on me dira ça. J'espère qu'on dira ça. On prend rendez-vous dans 5 ans. Ouais, mais dans le même temps, là, s'il y avait un bouton pour arrêter et dire, attends, stop, je laisse le cadeau à quelqu'un d'autre, enfin le cadeau avec des guillemets, je vais penser le truc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'en ai chialé à me dire, mais attends, mais dans quoi tu t'es mis, quoi? T'es complètement zinzin, quoi. C'est-à-dire que le truc, je dors mal la nuit. Ça fait 4 mois, je dors pas bien. Alors, il y a des nuits, j'arrive à dormir, mais parce que driver de la croissance, c'est une chose. J'ai du mal à recruter des développeurs. Mais entre j'ai du mal à recruter des développeurs et Monsieur X, Madame Y, que tu vois tous les jours, qui aiment le club, qui sont là pour certains depuis des années, qui
qui sont sympas, qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé et tout, et de dire on va devoir s'en séparer, pas contre eux, mais parce que le poste doit disparaître, parce qu'il n'y a pas la capacité de garder un fonctionnement de Ligue 1 quand t'es en national. Donc ça, c'est dur. Et tu crées pas... Et c'est ce que... Et là, je vais les voir demain, et je vais parler aux équipes, et je vais leur dire ce discours-là, qui est de dire, je connais aucun entrepreneur en France, dans le monde entier, qui a plaisir à licencier des gens. C'est-à-dire que il n'y a pas le grand méchant loup et les gentils salariés. C'est pas vrai. C'est-à-dire que quand tu licencies... c'est un crève-cœur. Mais c'est un crève-cœur. À qu'un moment, tu te dis... mais... Si tu le fais pas, tu marisses tout le monde. T'emmènes tout le monde. En fait, l'image, c'est ça. C'est que tu as un bus qui avance à fond dans le mur. Et là, en fait, non, il faut freiner, quoi. Et donc, malheureusement, freiner, c'est arrêter des choses. Savoir dire non. Et donc, ça, c'est compliqué. Et tu vois, qu'est-ce qui est le plus dur entre les deux? Redresser un club de foot ou monter une start-up à succès? Monter une start-up à succès, la probabilité est plus faible, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, peu qui finalement arrivent à sortir. Mais tu pars avec 0 frein au départ. Puis tu crées le truc, puis c'est étape par étape. Ouais. Là, je suis dans le truc inverse, qui est de dire on doit redescendre pour essayer de remonter. Et puis tu vois, ça se heurte à plein de trucs. Quand on s'est vu, tu m'as dit c'est quoi ton objectif? J'ai dit c'est de gagner la Ligue des Champions. Ouais. Mais tu vois, quand je viens de te dire le discours de la 10 dernières minutes, tu dis mais le mec il est complètement schizophrène. Et même moi je me le dis. Et en fait, en réalité... Et tu gagnes pas la Ligue des Champions si tu fais pas une sèche avant d'être en Ligue 1. Enfin... Et la probabilité qu'on gagne la Ligue des Champions, parce que c'est plutôt une boutade, elle est faible. Mais c'était ce que je disais tout à l'heure, qui est de dire, c'est une compétition, pourquoi on viserait pas le plus haut? Oui, on va pas y arriver. Ça va pas se faire en un coup. Mais rêvons. C'est gratuit les rêves, on a quand même le droit de rêver. Donc du coup, ça c'est mon idée. Mais en même temps, ça, toi, tu es capable de l'entendre. Et puis, tu me donnes le temps pour l'expliquer. Si demain quelqu'un dit, regardez, il a dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions, et là il licencie, il se fout pas un peu de notre gueule? Donc tu vois, c'est ce court-termisme aussi. Et le deuxième truc qui est compliqué. Et puis la nécessité d'avoir le temps de la nuance et le temps de poser la pensée. Et d'expliquer les choses. Ouais. Et le deuxième truc qui est dur sur un club de foot, c'est que WizEven, c'est en termes de puissance économique, c'est genre 10 fois plus gros que ce club, mais en termes de puissance médiatique, c'est 100 fois plus petit. C'est-à-dire qu'un club de foot, tous les jours, il y a des mecs qui tweetent sur le club, sur... Il y a des tweets sur le nouveau président que tu es? Ouais, t'en as eu. Ouais, t'as pas mal de jeux de mots. Tu vois, 2 ballons qui rachètent un club de foot, donc il y a eu 2-3 blagues assez... mais oui, t'as des gens qui donnent leur opinion. Tu vois, j'ai dit que je nous donnais 3 ans pour remonter en national. T'as des gens qui disent, ouais, il est pas assez ambitieux. Puis après, on a dû vendre des joueurs, parce que quand tu vois le truc économique, t'es obligé de le faire. Ouais, pourquoi ils gardent pas les meilleurs joueurs? C'est sûr qu'on va redescendre. Donc, si tu veux, c'est le côté populaire du football, qui a un côté génial, c'est que pour certains, c'est leur vie. C'est-à-dire que certains s'enterrent tu leur apportes du bonheur. Avec le maillot du club. Bah ouais, tu vois, donc ça, c'est l'ancien président qui me l'avait raconté. Donc ça, c'est le côté et qui est extraordinaire. Quand ce week-end, on a gagné un match, t'as le stade qui gueule quand on marque le but. Tu te dis, tiens, t'as apporté un petit peu de bonheur à des gens qui ont attendu ça toute la semaine. Mais dans le même temps, t'as des jugements à l'emporte-pièce qui sont des jugements de foot, où tu vas dire, oui, il faudrait mettre des meilleurs joueurs. Mais mettre des meilleurs joueurs, en fait, quand tu vois l'économie du club, tu dis, mais en fait, juste, il faut déjà sauver le club. C'est-à-dire que si vous voulez encore qu'il y ait des joueurs avec un maillot rouge à Dijon qui courent tous les week-ends et qui nous donnent un peu de plaisir, il faut que le club soit encore là. Et donc, c'est dur. Hein. C'est une équation permanente entre prise de risque, rationalité. Ouais. Et puis, tu vois, moi, ce week-end, j'ai vu un des partenaires du club, et il me dit bon allez, il me regarde, il dit bon, t'as pas encore beaucoup de cheveux blancs, mais tu vas en avoir un paquet. Et donc il dit ça sur le ton de la boutade, mais peut-être pas complètement. T'en as d'autres qui tapent dans le dos, qui disent bon courage, tu vois, tu fais waouh. Et tu vois, on a une réunion avec les présidents de clubs de national. Pardon, vas-y. Garde ton idée, mais t'es avec tes partenaires, c'est aussi une partie du modèle économique. Oui. Le fait d'annoncer et de manière très transparente qu'il y a des questionnements de la part du président. Certes, il y a des ambitions, mais il y a aussi des questionnements, des doutes, etc. Tu penses que c'est la bonne stratégie qui permet de dire voilà où on en est, voilà les difficultés, voilà les ambitions, et voilà le chemin, en tout cas que j'envisage et que je vous propose de prendre, enfin que je propose au club de prendre, versus t'as envie de dire à tout le monde on va y arriver quoi qu'il arrive, et le côté un peu fake it until you make it. Ouais, t'as raison. Il y a 2 choses. C'est ma nature de dire j'aime pas mentir. Ouais. J'aime pas mentir, donc je préfère dire les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, c'est des matchs de national. Tu vois, un Dijon-Aubagne, ça fait pas rêver. Par contre, je suis convaincu que des gens peuvent s'accrocher à cette histoire, qui est de dire, tiens, un local qui
qui a eu la chance de réussir revient dans un moment difficile. Il nous donne une photo qui est la photo réelle. Il nous dit que ça va être dur, qu'il n'est pas sûr de gagner, mais que si on peut, on essaiera d'aller le plus haut possible. Bah, ça peut parler. Et je suis convaincu que ça peut parler. Tu vois, il y a un des partenaires qui est venu. J'ai fait une prise de parole devant tous les partenaires existants et potentiels au stade il y a, je sais plus, en septembre. Et ce week-end, je faisais le tour des loges. J'allais saluer à la mi-temps les partenaires pour les remercier d'être là et tout. Et il y en a un, mon frère le connaît, il me dit, bah, tu vois, lui, il est venu parce que il croit au projet. Il croit au projet. Putain, il a dû donner 2 000 € pour le match. On perd 7,5 millions. Donc, c'est pas avec les 2 000 € qu'on fera le truc. Mais le message m'a fait, waouh, cool, tu vois. Parallèle avec l'histoire de With Event, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les gros partenaires plutôt que plein de petits partenaires? Si, c'est sûr. Si, c'est sûr. Et en même temps, les petits partenaires, ils participent à la... Et les gros partenaires, il faut... En fait, si tu veux, ce qui est très dur, le moment dans lequel on est, il est très dur, c'est qu'on doit baisser les dépenses. Et dans le même temps, il faudrait aussi qu'on investisse pour mettre en lumière cette histoire. Et on a eu l'échange tous les deux. Ouais. Tu m'as dit, franchement, il y a un truc à faire. Non, mais c'est évident. Et moi, j'en suis convaincu. Et en même temps, je t'ai dit, mais tu sais, Thomas, je peux pas licencier, fermer des postes aux équipes communication et dans le même temps et allouer investir, un budget c'est... pour donc c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait tu dois garder et licenciement économique et toute cette phase là, c'est quand tu restructures une boîte, tu dois faire 2 choses complètement folles. Tu dois baisser les dépenses et dans le même temps investir pour l'avenir, parce que si tu fais que baisser les dépenses, tu es en train de te... Et c'est ce truc un peu zinzin que je demande à Paul de faire et qui fait très bien et dans un contexte difficile. Mais ouais. Aujourd'hui, on t'appelle Monsieur le Président. On a une rubrique pour toi. Président. Pas créée juste pour toi, mais qui fonctionne bien maintenant. On l'envoie. Parce que c'est notre projet. Ton projet, Quel ton est mon sujet, projet Ouais. ton sujet. Ah, si j'étais président, c'est ça. Bah, tu vois, j'avais envie de parler d'un sujet qui est le licenciement économique, qui est un sujet, alors, qui n'est pas un sujet start-up, croissance et tout, mais pour l'avoir connu 2 fois via mon père quand il a eu des difficultés avec sa société et aujourd'hui, en fait, le licenciement économique, il est avantageux pour les salariés, ce qui est une très bonne chose parce que ça leur permet d'avoir des droits pendant plus longtemps, donc d'avoir plus longtemps le chômage et un taux un peu bonifié. Donc ça là-dessus, génial. Par contre, la question c'est quand est-ce que tu licencies économiquement? Quand tu es en grande difficulté. Et un licenciement économique coûte très cher. C'est-à-dire que du coup, et l'ancienne direction avait... Ça plombe. Ben, ça plombe, c'est qu'il y a... Même moi, je me suis posé la question de me dire, attends, je licencie quelqu'un pour baisser la masse salariale du club, pour qu'on puisse sauver le club, mais le coût du licenciement, c'est 1 an à 1 an et demi de salaire. Et donc tu te dis, bah attends, je vais payer pour que quelqu'un ne travaille plus pendant 1 an. Et c'est assez dingo. Et si tu veux, si aujourd'hui j'étais président de la République, c'est pas le sujet principal que je ferais, mais en tout cas, comme on parle d'économie, de business, T'es en plein dedans, ouais. je sanctionnerais des entreprises rentables qui licencient. C'est-à-dire que tu vois, une boîte qui fait des profits, qui licencie, qu'elle est à payer, je veux dire, c'est normal, quoi. Moi, demain, à WizEvent, je licencie quelqu'un, bah, c'est le jeu, tu vois, on peut se le permettre. Par contre, des boîtes qui jouent leur vie, des entrepreneurs qui ont la corde autour du cou, de leur remettre une deuxième claque et dire ah non, tu licencies économiquement, il faut que tu payes plus. Ça, et je pense qu'on devrait assouplir les licenciements économiques si on veut aider ces boîtes en difficulté. Et là, je regardais les chiffres cette année, le taux de défaillance, cette année, il est au même niveau qu'il y a 12 ans. On est au plus haut niveau actuellement. Je crois qu'on va être aux alentours de 60 000. J'ai vu le chiffre hier, exactement. Ouais. Et donc, dans ces moments-là où c'est difficile, la seule décision, c'est de baisser la voilure, mais ça te coûte cher, c'est un truc complètement ambivalent. Donc ça, c'est un sujet important. Et finalement, lié à ça... On te propose des copés, mais il faut que tu prennes plein de seaux d'eau, quoi. Et l'autre parallèle que j'ai, qui est lié aussi au contrat de travail, à cette relation entre l'entrepreneur, l'entreprise et les salariés, qui est trop mise, je trouve, en opposition, pour avoir des bureaux au Canada, pour avoir des bureaux en Suisse et en Belgique, sur ces 3 pays, et en Angleterre, puis on en a en Espagne et en Allemagne, je connais un peu moins, mais en tout cas sur ces 4 pays que je connais mieux, parce que pour avoir passé du temps et mieux connaître le fonctionnement. Ça marche plus, monsieur Thomas, on arrête. Et si tu veux le salarié, ça se fait comme ça, hein, quasiment, du jour au lendemain, en quelques jours. Et si tu veux, le salarié ne le prend pas comme une insulte. En France, quand tu licencies quelqu'un, tu as l'impression que tu le condamnes.
Là-bas, c'est bah, pas de souci, ok, je vais retrouver. Et à l'inverse, t'as le salarié qui dit la même chose. Tiens, j'ai envie de partir et une semaine après, il est barré. Mais ça fait des marchés du travail beaucoup plus fluides. Au Canada, des fois, quand on a des doutes. T'as moins de barrières à l'entrée. Tu sais, quand on recrute, il y a cette grande phrase qui dit s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Au Canada, l'autre fois, j'ai discuté avec le country manager. Pareil, en Suisse, il me dit écoute, si ça le fait pas, ça le fait pas. Moi, je dis bah non, mec, non, c'est engagé là. Mais il me dit bah non, si ça marche pas, on arrête et puis fin de l'histoire. Et si tu veux, c'est vécu comme on tente de se marier et si ça marche pas, intelligemment, on se dit bah les intentions étaient bonnes, mais ça n'a pas marché, fin de l'histoire, quoi. Et si tu veux, des deux côtés. Partons sereins, bons amis. Ouais. Et je trouve qu'en France, on est trop dans cette opposition de. Et tu vois, les prud'hommes, c'est un sketch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un t'attaque au prud'homme, tous les entrepreneurs à qui tu parles, ils disent quoi? Ils disent ouais, bah j'ai transigé. J'ai payé, ouais, j'ai pas le temps. T'as pas envie de te taper 2 ans et demi de procédure parce que tu t'as pas créé une boîte pour ça. T'as pas envie d'enrichir des avocats. Et à la fin, il y a une très forte probabilité que la présomption de culpabilité de l'entreprise soit retenue. C'est un délire, en fait. C'est-à-dire que tu as des cas où, moi, ça m'est arrivé, où tu te dis, l'avocat il dit, franchement, on va gagner, mais ça va durer 2 ans et demi. Moi avocat, je vais vous prendre 10 000 euros. Et là, tu fais, attends, j'ai pas envie de recevoir des recommandés, j'ai pas envie de lire le témoignage de Jojo qui dit que tel jour, à la machine à café, lui a été dit que tu as envie de faire des trucs intéressants pour toi. Et tu as même envie, pour le salarié, que lui aussi fasse. Donc si tu veux, je pense qu'on devrait assouplir les règles de licenciement et pas pour licencier. Personne a plaisir à licencier. Enfin, faut le dire quand même, personne. Ouais. Par contre, qu'on soit dur sur les boîtes qui gagnent beaucoup d'argent et où c'est des licenciements qui ont juste pour intérêt d'augmenter la rentabilité des boîtes. Et si tu veux, ce qu'on applique à des petites boîtes, c'est des règles qui ont été construites par rapport à ces grandes délocalisations, ces plans de licenciement qui sont choquants. Quand tu as une boîte qui dit du jour au lendemain, en fait, non, je vais produire là-bas et je licencie tout le monde et je m'en fous. Et c'est ce qui a aussi marqué l'image du patronat et donc de l'entrepreneur, où tout le monde est mis dans le même panier, quelles que soient les trajectoires et les décisions. Donc je bosserai là-dessus, le droit du travail. Aujourd'hui, tu l'as dit, With Event, ça marche bien. Je fais un flashback, mais au départ, c'était pas simple, et notamment tu étais persuadé que pour réussir il fallait lever des fonds, donc tu vas passer un temps important, au moins sur un timing serré pour aller chercher ces fonds, et personne ne veut de vous pour des bonnes et ou des mauvaises raisons. Pour les deux, je pense. Ouais, j'avais cette image fausse qui était si on veut être si on est une start-up, si on est innovant, on doit lever des fonds. C'est une boîte américaine, elle lève des fonds, c'est comme ça, c'est une start-up. Sinon, et donc pas lever des fonds, pour moi, c'était presque. Donc, si tu veux, on cherchait à lever des fonds pour les mauvaises raisons. Ça, c'est le premier point. À tel point que des fonds nous avaient dit vous cherchez à lever combien? Et je leur avais répondu texto le plus possible. Mais tu vois, ça veut rien dire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que c'est juste plus et puis on va bien l'utiliser. Donne-moi et on saura faire. Et on l'utilisera bien. Et je pense que ça aurait été le cas, mais si tu veux, on n'entrait pas dans les clous. Et donc on a effectivement cherché à lever des fonds en business angel, on a échoué. Avec un contexte particulier, c'est que 2008, quand on crée la boîte, il n'y a pas tous ces réseaux de business angel, il n'y a pas des Kima Venture, il n'y a pas tout ça. Donc on va voir plutôt des Paris Business Angel, Investissor, qui étaient des groupes de business angel, mais qui étaient, on va dire, un peu pas très start-up friendly. C'était plutôt des gens historiques, plutôt des gens qui avaient fait fortune dans l'industrie, des rentiers. Et donc nous, on venait leur parler de disrupter complètement un marché sur du paiement en ligne. Il y avait très peu de paiement en ligne en 2008. Tu vois, c'était pas aujourd'hui, tu payes tout en ligne, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc en face, peu de répondants, et puis nous, on n'était pas très bons. Ce que j'évoque là, tu me disais la taille du marché, il me disait quelle est la taille du marché, je dis mais c'est énorme. Bon, les mecs, ils connaissent pas leur taille de marché. Quand on essaie de lever en VC, donc Business Angel, on va dire 2009, on cherchait à lever 50 000 euros. On a eu des marques d'intérêt, mais ça n'a jamais été au bout. Et à un moment donné, on l'a... Et avec le recul, 50 000 euros, après si tu vas chercher des subs, un prêt d'honneur, un prêt tout court. Mais à l'époque, 50 000 euros, j'avais l'impression que c'était... Donc on n'arrive pas à lever ces 50 000 euros, et avec Sébastien, on l'a pris un peu d'un air de dire, parce que ça prend beaucoup de temps, on a dit, bon, on va leur montrer qu'ils se sont trompés. Si tu veux, on s'en est servi comme un moteur, où on voulait leur prouver que c'est une erreur. J'aime pas perdre. Oui, j'aime pas perdre, ouais. Toujours avoir le dernier. J'ai une fille comme ça, là, mais c'est un de mes problèmes, et je lui disais ce matin,
elle veut toujours le dernier mot. C'est-à-dire qu'elle fait une Mais toi erreur. aussi. Et moi aussi. Mais ouais, c'est un de mes problèmes. Mais c'est un moteur. Je vis le même. Et donc, du coup, on s'en sert comme une motivation. Et en 2011, on commence à... Donc, 2008, 30 000 euros de chiffre d'affaires. 2008, 30 000 euros de chiffre d'affaires. 2009, 120 000. Et là, on fait x4. Et donc, 2009, début 2010, avec Sébastien, on dit, viens, on va lever des fonds. Et l'année 2010, on fait 400 000 euros, je crois. On a une traction, on a un produit, il y a des clients, le marché est grand, on y va. Donc là, je tape fonds de capital risque sur Google. Je prends les 30 premiers liens et j'envoie un mail. J'envoie un mail sur l'adresse contact. Bonjour Pierre-Henri, on a monté un truc, il y a de la croissance, gros marché. J'envoie 30 mails, je reçois 10 réponses et on est reçu 2 ou 3 fois. Donc déjà, tu vois, l'écrémage, on est reçu 2 ou 3 fois. Là, je découvre le triangle d'or parce que je découvre qu'ils sont tous dans 4 rues à Paris et donc on débarque là-dedans. On arrive et les gars nous disent, vous avez une présentation ? Et nous, on dit, ah non, vous avez un truc à diffuser ? Non, c'est dans notre tête. On leur dit ça. Donc là, les mecs, ils disent, bon, quelle est la taille du marché ? On ne sait pas. À un moment, il y a une scène folle où ils disent, ok, combien vous gagnez sur chaque billet vendu ? Et puis moi, je dis, 1,10 €, 1€. Puis je regarde Seb, il se met à griffonner sur son papier, faire des calculs, puis... Elle dit, attends, vu le nombre de billets qu'on a vendus et le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est pas possible. Et puis 10 minutes après, il dit 1,20 €. Enfin, tu vois, donc, le truc, bon. Donc là, autant dire qu'il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous. Et après, on s'est fait accompagner par Chausson Finance, qui est un leveur de fonds, qui nous a accompagnés pendant 6 mois avec Thibault Lougnon, qui est notamment des fondateurs de Cézanne, qui est un mec brillant et qui nous a aidés. Et là, il appelle 20 fonds, il les appelle, il appelle ceux qu'il connaît, ceux qui ont la capacité d'emporter la décision de leur comité. Et on est reçu une semaine après, on a 20 rendez-vous calés en 10 jours. Ils ont tous été ordonnés de telle sorte que le premier soit celui qui est le moins susceptible d'investir et que les derniers soient les plus susceptibles d'investir, ce qui fait que... Tu t'es testé, tu t'es entraîné. À la fin, la presse, c'était une pièce de théâtre. Tu vois, on savait ce qu'ils allaient demander. 1,28 €. Exactement, ouais. Et non, c'était ça en plus. Et puis, on avait des petits jeux avec Seb où on savait comment se renvoyer la balle et tout. Et donc, on reçoit 3 propositions et on lève 1 million d'euros. Eh bien, mon cher, c'est une transition parfaite pour cette toute nouvelle rubrique qu'on envoie maintenant. Le contrat. Avec YouSign. Et oui, une nouvelle rubrique, un nouveau partenaire avec YouSign, une solution européenne, justement, qui va pouvoir accompagner un peu tous ces moments clés de la vie d'un entrepreneur. Et toi, ton moment clé, le contrat qui a été déterminant, il y en a plusieurs, mais le contrat qui a été déterminant dans l'histoire de WizEvent ou l'histoire de Pierre-Henri de Ballon. Tu vois, cette levée de fonds, elle a été assez déterminante. Alors, pas pour l'argent levé, parce que ce million, je pourrais en parler après, on l'a pas dépensé. On n'a pas réussi à le dépenser, ce qui est assez dingo. Mais il a été clé malgré tout parce que d'avoir cet argent, ça nous a permis de lâcher un peu plus les chevaux. C'est de dire, ok, on n'a pas cramé cet argent, mais on a été plus offensif. On a racheté un concurrent, on a recruté plus de monde. Et en fait, on n'a pas eu besoin de dépenser cet argent parce qu'au moment où on le fait, comme pendant 4 ans, on a été en autofinancement, on est au moment où ça prend, mais prend sérieusement, et où on a des clients qui rentrent, du chiffre d'affaires, de la rentabilité, et où donc cet argent qui est arrivé, finalement, nous donne le confort et la capacité. Matelas, ouais. Exactement. Et Thibault Lougnon me dit, il nous avait donné un conseil, il nous avait dit, mettez-le au frigo. Et nous, on a dit, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Il dit, en fait, si vous devez relever des fonds, vous allez être encore dilué, et vous allez perdre en capital, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il dit, si cet argent, vous n'en avez pas besoin, mettez-le au frigo, c'est votre matelas de sécurité. Et c'est ce qui va vous donner du confort pour être un peu plus offensif, mais faites en sorte de ne pas aller à chacun des tours. Parce qu'en fait, la réalité, et je l'entendais, hier j'entendais un VC sur un podcast justement, et qui disait ça, c'est-à-dire que la création de valeur, elle va être captée par les financiers au fur et à mesure. Et les fondateurs, sauf si ça devient une énorme boîte, au fur et à mesure des tours se font diluer. Et l'intérêt des fonds, parce que d'ailleurs au premier board, les fonds, quand je dis on n'arrive pas à dépenser, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dépense, cramer, mais... parce que c'est leur enjeu, pour qu'ils puissent aller vendre leur participation à un fonds plus gros au tour suivant et ainsi de suite. Et donc ce contrat, si je reviens à ce contrat, il était important parce que structurant, tu découvres aussi le back-office, en tout cas l'autre côté de la levée de fonds, parce que les levées de fonds, c'est quoi ? C'est un article dans les médias startup qui dit telle boîte a levé tant. Génial, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière, tu vois pas le contrat. Et dans ces contrats de levée de fonds,
On découvre des clauses, les clauses d'antidilution, les clauses de ratchet, donc tous ces scénarios qui font que potentiellement, si le projet que vous avez vendu à l'investisseur n'est pas aussi beau en réalité, ils peuvent se servir en premier pour la faire court. Ouais. Donc par exemple, vous avez créé votre boîte, ils ont investi 1 million d'euros, la boîte est vendue 900 000 euros, ils récupèrent ces 900 000 euros et vous récupérez rien, alors que vous avez monté la boîte et que ça fait des années que vous bossez et tout. Et donc c'est pour ça que ce contrat est important, de comprendre ces mécaniques. De savoir si à la fin tu cliques pour signer ou pas. Exactement, ouais. Et puis du coup, l'échange est important avec Thibaut nous avait accompagnés en nous disant ça c'est une clause standard, ça vous y échapperez pas. Ça effectivement elle est dure, mais c'est leur façon de faire dans ce fond, donc c'est à prendre ou à laisser. Et puis tu te dis mais attention et puis dans cette phase de négo, malgré tout, tu révèles une partie de ta personnalité. C'est-à-dire que tu peux dire attends, je vais aller un peu au conflit, on va pas lâcher et tout, mais en même temps tu peux leur faire peur. Donc cette phase était un peu stressante. Et en même temps, on a appris plein de trucs. Et puis à la fin, malgré tout, tu signes et t'es content parce que t'es pas content de te dire ce million va changer la boîte, mais en fait, ça fait tellement d'années. C'est-à-dire que t'as monté la boîte en 2007. Ouais. C'est la première reconnaissance d'un écosystème. Et exactement. Ouais. Ouais. Et malheureusement, et ça, c'est un truc dont je me plains toujours, et d'ailleurs, notre Antronex 40, elle est un peu anachronique à ce sens-là, c'est qu'on parle que des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent. Et je m'étais aussi dit que, et d'ailleurs, quand on a levé les fonds, on a parlé de nous. Et avant, on n'avait pas parlé de nous. Et je me dis, mais c'est la même boîte, c'est les mêmes personnes, c'est le même business et tout. T'aurais dû faire des vidéos pour expliquer comment devenir riche en 5 minutes. Ça aurait mieux marché, ouais. Et donc, on se retrouve, donc on a levé ses fonds. Et puis après, tu vois, le classique, c'est que tu reçois 1 million d'euros. Moi, j'ai une capture d'écran, j'ai un dossier qui s'appelle Légende sur mon ordinateur, dans lequel j'ai que des photos souvenirs de moments clés de la boîte. Et donc, j'ai une photo du compte bancaire où il y a ce virement d'1 million d'euros, parce que si tu veux, pour nous, on regardait ça comme des gamins, quoi. Et même quand j'ai raconté à mes parents, j'en ai levé 1 million d'euros, ma mère, elle avait cette phrase qu'elle m'a encore sortie à parole. Elle dit, je me rends pas compte de ce que ça représente, tu vois, de dire c'est tellement gros que. Donc si tu veux, c'est des moments clés, ouais. Je crois qu'on va inventer une nouvelle rubrique, dossier secret, dossier légende. Il y a quoi d'autre dans ce dossier? Il y a un truc marrant. J'ai des photos de Seb et moi. Seb et un truc qui nous unit tous les deux, c'est qu'on aime le marketing et on aime un peu le brainstorming et les idées. Et il y a un salon à Nantes qui s'appelle le BIS, les Biennales internationales du spectacle, dans lequel en fait tous les acteurs de la billetterie exposent et tous les clients potentiels se promènent dans les allées, donc c'est important d'y être. Sauf qu'on est en 2009 ou 10. Donc t'as pas les moyens pour exposer. Et donc on a fait une opération de com qui nous a coûté un aller-retour en voiture à Nantes, qui nous a coûté 50 ou 75 euros de flyer et 100 euros de déguisement. Et donc on s'est déguisé moi j'étais déguisé en prêtre romain, Seb était déguisé en moine, et on était à l'entrée du salon. On a de la chance parce que pour prêcher la bonne parole de la billetterie. Tu vas voir la bonne parole, c'est qu'on allait voir chacune des personnes et on disait bonjour mon frère, bonjour ma sœur, c'était une femme. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, je vous annonce la mort de la billetterie traditionnelle. Et là, on leur donnait un flyer, et tiens-toi bien, sur le flyer, il y avait des tombes, et sur les tombes, il y avait le nom de concurrents. Digitic, France Billet, Fnac, enfin, et à 10h30, je reçois un texto du patron de France Billet, donc du groupe La Fnac à l'époque, qui me dit je viens d'apprendre notre décès, peut-on en parler? Il a de l'humour. Ouais, mais t'as eu 2-3 histoires folles comme ça, parce que donc on a flyé pendant 2 jours à faire ce truc-là, donc tout le monde en a parlé, et à un moment donné, mais ça aurait pu, c'était une histoire un peu plus triste, mais il y a une personne que je fly et qui veut se battre avec moi. Et il pète les plombs, il voulait se battre et tout. C'est un concurrent? Non, et en fait, lui travaillait dans la billetterie papier, donc pas billetterie en ligne. Et tu vas prendre mon emploi? Non, et son associé venait de décéder tragiquement un mois avant. Tu sais, moi, je connaissais. Voilà. Et il se trouve qu'à cause de ça, il a investi dans une boîte concurrente parce qu'il était vexé. Et voilà. Mais l'investissement s'est pas trop mal passé. Et après, on a sympathisé. Mais donc voilà. Je vois la photo. Tu vois le genre de dossier qu'on a. Tu me l'envoies? Ouais, je te l'enverrai. Ouais, non, tu verras, c'est assez rigolo. Et ça, tu vois, aujourd'hui. Bah, tu le ferais pas. Oh, si, j'aime bien me déguiser, tu se fous tout le temps de ma gueule au bureau. Mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que, tu vois, si on me demande pourquoi c'est dans ce dossier légende, c'est qu'en fait, dans ce dossier, c'est tous ces moments qui font le croustillant de l'entrepreneuriat. C'est vraiment, moi, c'est cette aventure, c'est ce genre de truc qui fait que tu dis, tiens, ça c'est marrant. Ou un autre truc sur un salon, le Event, qui était un gros salon qui se déroulait à l'époque sur l'hippodrome de Longchamp.
Il pleuvait et j'avais mis dans les... Donc les gens venaient en voiture et j'avais mis dans les portières des voitures une petite carte bancaire en plastique qui était une fausse carte bancaire qui était pour faire de la pub sur WizEven. Et on avait mis un petit code pour tracer l'impact de l'opération. J'avais passé 2 jours les pieds dans Je rentrais le soir chez moi, j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Et le résultat de l'opération, c'est qu'on avait signé un client qui s'appelait Sud-Ouest Montgolfière, qui a bossé avec nous pendant des années. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il bosse encore avec nous, mais pendant moins de 10 ans, et qui nous rapportait 30 € par an. Mais tu vois, donc tu passes 2 jours pour gagner 30 € par an pendant 10 ans, donc 300 €. Donc tu vois, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le collectif. Ouais. Mais en même temps, c'est des souvenirs, et c'est là où tu te dis, bon, en fait, ça... ça, on teste, ça marche pas. Ça marche pas, on refait pas. Ouais. Bon, on se revoit bientôt du coup en moine pour annoncer la mort de tous les clubs de L1. Des grands clubs européens, ouais. Je reprends un peu mes notes. Il y a encore tellement de sujets sur lesquels j'ai envie d'aller te chercher. Je vais pas revenir sur le départ de Sébastien. J'invite tous les auditeurs, les spectateurs à aller retrouver sur la chaîne nos derniers échanges. Mais à un moment, il va se décider que ton associé doit partir. Ça se passera pas tout à fait comme ça. Puis va arriver, alors là je fais un gros ellipse, mais on a parlé beaucoup des débuts. Ok, vous levez, et puis à un moment, le rachat. Ouais. Et alors là encore, je vais renvoyer tout le monde parce que je vois le timing, mais à l'épisode qu'on a fait ensemble dans Cash Out où vraiment on raconte tout. Les négos, les clauses, les rebondissements, les laptops qui volent dans la pièce. Le fait, et ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que vous n'allez pas inscrire dans les contrats l'obligation de sortie de votre part ou de rachat par le repreneur, en l'occurrence par vente privée. Ou le truc le plus fou, qui était qu'on avait un accord écrit, je pense, et même oral sûr, mais écrit, où ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils nous avaient racheté. Ouais. Parce que moi, j'acceptais pas, je considérais pas qu'ils m'avaient racheté. Et oui, mais tu nous as même raconté que pour toi, que Jacques-Antoine Grandjean te prenait plus pour un entrepreneur, enfin que tu l'avais ressenti comme ça. Ouais. Il m'avait dit, pourquoi vous vendez ? Et j'avais compris que derrière cette question, pour lui, c'était pourquoi vous rendez les armes. C'est ça que ça voulait dire. Pourquoi vous décidez de changer de game et de quitter mon monde à moi ? Parce que lui, c'est un pur entrepreneur. Ouais, mais je t'avais envoyé la réponse qu'il nous a faite à ce sujet-là à l'occasion de Big. Ouais, c'était beaucoup de respect mutuel. Donc globalement, Cash Out, on n'en reparle pas. Vous allez in fine racheter WizEven à vente privée. Et entre les deux, il y a un produit qui débarque, qui va transformer radicalement la trajectoire de la boîte et qui n'est lié qu'à une chose, c'est le recrutement d'un stagiaire. Ouais, Arthur Puyou. On peut le nommer, ouais. Arthur Puyou, stagiaire de l'UTC, qui nous rejoint, je dirais en 2012, 2013, j'ai plus la date exacte. Et je sais plus qui le source, mais quelqu'un me dit, tiens, il y a un stagiaire qui veut venir, il est très bien pour faire du développement informatique. Par contre, il demande 1 000 € par mois. Et moi, je dis, non mais les gars, j'ai fait des stages gratuits à Ponto Combo, à la Ligue nationale de handball, je payais les transports, je payais ma bouffe, j'avais pas la moindre rémunération. J'ai dit, dans quel monde on vit pour qu'un stagiaire touche 1 000 €, on est une start-up. Et j'ai dit, donnez-moi ce... Donc je l'appelle, on échange, je le rencontre. Et puis il me dit, non, moi je veux 1 000 €, il y a d'autres boîtes qui me payent 1 000 €, donc si vous prenez, vous prenez pas, peu importe. Et puis je tiens ma position... Et puis à un moment donné, je me dis bon. Qu'est-ce qui fait justement que tu te dis bon ? Je sens que le mec est bon. Je sens que l'équipe a envie qu'il vienne. Donc je me dis, je vais passer pour le radin, le mec qui bloque pour 300 €. Et surtout, je me dis à un moment donné, un développeur aujourd'hui, il coûte 3 000 € minimum, avec les charges 4 500, 6 000, enfin 5 000. Donc s'il est vraiment bon. Puis s'il est pas très bon, on aura pris le risque. Donc je joue le jeu. Mais pour toi, à l'époque, c'était pas all-in, mais c'est vraiment... Ouais. Non, puis je joue le jeu, puis je lui fais comprendre. Tu sais que là, quand on met 1 000 €, c'est la première fois que ça se fait. Tu le dis à personne. Il y a d'autres stagiaires ici qui sont à 400 €, qui est déjà correct. Moi, j'avais cette image de dire un stagiaire à 400 €, alors que nous, c'était gratuit les stages à l'époque. Bon. Et puis surtout, t'es là pour apprendre et tout. Donc il débarque. Il se trouve que le mec est brillant. Il développe la première application mobile qui permet avec son téléphone en fait de scanner via la caméra du téléphone le QR code, ou le code barre d'un billet, qui est du coup une innovation qu'on lance, les premiers sur le marché français et tout. Enfin bref. Donc le mec est brillant
Il retourne à l'UTC et quand il était avec nous chez WizEvent, il avait vu qu'il y avait des acteurs qui commençaient à essayer de faire du cashless. Le cashless, c'est quoi ? C'est en fait de remplacer tous les paiements en espèces ou en carte bancaire, mais surtout qui étaient faits en espèces lors d'événements, par exemple un festival, où tout se faisait en espèces. Et de les remplacer par un support numérique, une petite puce NFC qui est contenue dans une carte ou un bracelet, et de payer ses transactions avec. Et il y avait des acteurs qui commençaient à le proposer. Et là, lui, il se dit, il retourne à l'UTC, et là, avec 2 compères, il monte une société, enfin au début pas une société, Une mais solution au une départ. solution avec la carte étudiant qui permet de payer au bar de l'école, qui permet de lancer les machines à laver, qui permet de lancer les photocopieurs et ainsi de suite. Et il décide de créer Nemopay, qui est une société qui vise le marché de l'événementiel. Et donc les trois compères sont brillants en termes de dev, mais pas forcément des commerciaux, pas le réseau. Et rapidement, ils viennent vers nous et disent, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un sujet, un scénario ? Nous, à ce moment-là, on réfléchit à faire des partenariats avec des acteurs du cashless ou créer notre techno. Mais là, tu sais que ça va prendre des plombes, t'es pas sûr que ça marche tout de suite. Exactement. Et là, à un moment donné, on se dit, mais attendez les gars, vous aimez coder, nous on a déjà les clients, on a un peu d'argent, et du coup on leur fait un scénario, on rachète Nemopay, on les intègre avec des scénarios stock options et ainsi de suite. Et puis là, on est en 2016, et aujourd'hui, à l'époque, 100% de nos revenus sont la billetterie, et aujourd'hui, 55% ou 60% des revenus C'est sont des sur le solutions cashless techno, ouais. qu'on déploie dans le monde entier. Donc tu parlais de Tomorrowland, Ouais. le Grand Prix du Mexique, c'est typiquement cette techno qu'on déploie. Et Mathieu, qui était un de ses compères, est aujourd'hui le CTO de tout le groupe et un de nos associés. Et ça change complètement le game parce qu'on passe d'une boîte qui fait de la billetterie à un acteur qui fournit des technologies aux organisateurs d'événements au sens large et qui peut du coup adresser les plus grands événements. Et ça a tenu à une décision de recruter un stagiaire pour 1 000 €. Oui, incroyable. Hein. Et la trajectoire, c'est notre aventure, quoi. Ça, et puis assez lié à ça, et tu vois, l'anecdote est marrante. On fait le rachat, je dirais, en février-mars, et là, on communique dessus. Et là, on a 2-3 clients qui nous appellent, qui disent, mais attendez, j'étais en train de m'engager avec telle boîte, est-ce que je peux vous voir ? Dans les 3 clients, il y a Papillon de Nuit, qui est en Normandie, et Les Vieilles Charrues en Bretagne. Et là, ils disent, venez dès demain ou après-demain. Donc là, on venait de les racheter, on n'avait pas de business model. La scène est dingue, on part avec la voiture avec Sébastien en voiture. Sébastien conduit, ou moi je conduis, un des deux, peu importe. Je crois que j'ai l'ordinateur sur les genoux et on fait le business plan. On dit, OK, on fait quoi ? On se rémunère sur les puces activées. Donc on crée le business plan dans la bagnole. On avait un appareil, il en fallait 2000 pour les Vieilles Charrues. On arrive aux Vieilles Charrues et ça rejoint un peu le fake it until you make it. Mais tu savais que ça marchait. Enfin, c'était pas complètement fake. Ouais. Et donc là, ils nous disent, on est à 2 doigts de signer. C'est-à-dire qu'on devait signer aujourd'hui, on vous reçoit, on vous écoute. On leur fait la présentation. Mathieu, qui était avec nous, le CTO, et Arthur, ils impressionnent techniquement l'équipe en face. Ils nous disent, au fait, vous avez combien d'appareils ? On en a une palette entière au bureau. On n'en avait qu'un. Donc, si tu veux, on fait un peu d'esbrouf. On part. L'événement est combien de temps après ? Il est 4 mois après. Ok. 4 ou 5 mois après. On fait cette présentation début d'après-midi. Ensuite, on part à Papillon de Nuit qui nous dit, j'allais signer pareil avec le même concurrent, mais on vous écoute. Qu'est-ce qui fait la diff entre les 2 solutions ? Elle est technique, elle est sur le modèle économique qui est différent et qui fait qu'en fait, dans la dernière ligne droite, tout le monde switch chez vous. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal d'humains. C'est-à-dire qu'ils bossaient avec nous sur certaines choses et donc on avait déjà confiance, ouais. L'échange technique est fort. C'est-à-dire que Mathieu et Arthur, ils échangent avec les équipes techniques chez eux et en face, ils sentent qu'il y a du répondant. C'est des tueurs à gages, les deux. Et ça, je pense que ça joue. Et puis Sébastien, et puis on y met, quand je te dis on y met toute notre énergie, c'est que on y va comme si c'était le grand oral de notre vie, quoi. Tu vois, donc on met tout sur la table, toute notre énergie. Moi, j'étais sur la partie financière, donc la DAF des Vieilles Charrues, j'échange beaucoup avec elle, je la rassure. Mathieu rassure le gars sur la technique. Chacun fait sa partition. À part que le jour J. Le jour J, ouais, le jour des Vieilles Charrues, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. En fait, il faut imaginer qu'un festival, les Vieilles Charrues, 50-60 000 personnes par jour. Les gens viennent pour 2 choses. Écouter de la musique, boire et manger. Et donc, nous, on joue pas de musique, donc cette partie-là, on la gère pas. Mais par contre, on est en charge du contrôle d'accès, faire entrer les gens dans l'événement et faire en sorte que les gens puissent consommer. Si notre système plante, il y a une émeute. C'est-à-dire que tu peux même avoir des morts. Hein. C'est-à-dire que si ton système plante, t'es à risque. Et donc, moi, ce jour-là... Non, mais c'est des millions de pertes pour ton client. C'est des millions d'euros en jeu. Il se passe quoi, là ? C'est ta responsabilité à toi
With Event qui est en jeu s'il se passe un truc comme ça? C'est déjà c'est ton contrat, tu le perds, hein, je pense. Oui. Hein. Ta réputation, c'est-à-dire que nous on avait notre réputation en jeu. Là pour le coup, tu fais en Angleterre il y a des années avant, mais parce qu'ils utilisaient une technologie à risque. La nôtre, on l'avait bétonné de telle sorte qu'on soit pas à risque. Mais tu avais le Download Festival en Angleterre qui plante pendant une journée. Ça a fait la une du Guardian. Donc risque réputationnel, risque économique. Et puis au-delà de ça... Mais tu peux être tenu à rembourser le manque à gagner? Potentiellement. C'est-à-dire que si demain ils te font un procès, ils peuvent t'attaquer, c'est ta responsabilité civile et tout. Donc le truc peut être quand même assez fort de chocolat. À tel point qu'à l'ouverture des portes, donc on a une 30aine de personnes. Dans ce dossier légende, j'ai des photos où tu vois, on dort sur des bouts de trucs. J'ai des vidéos où on est à 3h du mat la veille en train de finaliser les... Enfin, tu vois, le truc encore... Très bien. Et à l'ouverture des portes, moi, je suis physiquement, moralement incapable d'aller voir de mes yeux. Parce que je me dis, si ça plante, je veux pas le voir, je suis incapable. J'ai peur. Je ne saurais pas l'affronter. Ouais. Et donc, moi, je suis au QG, un peu au Vieille Charrue, c'est un peu en hauteur, il y a un QG où je vois pas les scènes et où je suis sur Slack, en train de commander les équipes, donner des informations, faire circuler l'info, coordonner le tout, mais je suis incapable tellement je suis stressé. Et à ce moment-là, tout le monde est en veille, parce qu'on se dit attention, donc toute la boîte est en veille. Et à Paris, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit attention, il y a les serveurs qui sont en train de monter. Je dis on est à combien? 30%, mais c'est pas normal, normalement on est à 5% de charge. Il me dit 35, 40, mais en temps réel, le truc... Mais là, tu vois les centrales nucléaires avec la jauge là, qui arrive dans le rouge. Et il me dit on est à 100%. Là, je dis mais on va exploser. Et d'un coup, ça redescend. Il me dit ça redescend et tout. Je dis c'est quoi monitorer le truc. Donc là, si tu veux, le niveau de pression... Parce que ça dépasse 100%, c'est quoi ça down? Pas d'impact, mais pendant quelques secondes, tu sens que les temps de réponse sont longs, qu'il y a des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, l'équipe technique comprend pas. Et une demi-heure... C'est ça le plus flippant. Attends, et une demi-heure après, les portes n'avaient pas encore ouvert, hop, ça recommence à monter. Et ressent et ça redescend. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque et tout. Et en fait, c'était tout con, c'est qu'on avait une sauvegarde automatique toutes les demi-heures qui fait que pendant une minute, ton serveur montait, redescendait. Donc rien. Mais au moment... Tu sais pas pourquoi, donc tu stresses. Ouais. Ça faisait 3 jours que moi, j'arrivais plus à manger de stress, que tu dors mal, que t'es... Donc non, ça c'est des... Et si tu veux, à la fin, quand c'est fini, on a fait une fête, parce qu'une fois que les Vieilles Charrues sont finies, sur beaucoup de festivals, les équipes se retrouvent et boivent un coup. Et donc j'ai des photos de cette soirée où tout le monde lâche les chevaux et le truc est incroyable. Et le lundi matin, je reviens de Carré, et je suis au téléphone avec BFM qui me dit venez, vous faites un plateau, faut que vous nous montriez le truc. Et donc tu passes de ce stress dingo à une sorte d'euphorie et où tu te rends compte, il y a un de nos clients qui vient nous voir et qui dit là, ce que vous avez fait, c'est incroyable et là, vous allez casser le marché. Et là, tu te rends compte que tu as trouvé un truc. Tu as cranté quelque chose. Vraiment. Il y a d'autres moments un peu clés dans la vie d'un entrepreneur, d'un homme avec un grand H en général, c'est les claques qui forgent, qui apprennent. Oui. Je te propose de discuter de tout ça juste après ce jingle. Waouh! On peut faire un aller, un retour, aller perso, retour pro. Ouais. Les claques perso, c'est les problèmes de santé qui touchent des proches, où là tu peux rien faire et où t'es comme tout le monde, puis tu reviens à ta réalité d'homme. Mais par contre, je trouve que ça a un impact sur l'homme et du coup sur l'entrepreneur aussi. C'est que du coup, tu te rends compte du temps qui passe, tu te rends compte de l'importance de sacrifices que tu fais quand tu vois moins d'amis, moins de potes et tout, que du coup, il faut peut-être le remettre en question. Oui, à la fin, c'est pas ton cabis qui vient à ton enterrement. Non, voilà. Et non, exactement. Et puis te dire aussi, il faut profiter, quoi. Il faut bouffer la vie, il faut... donc tu vois, on a eu un pépin de santé dans ma famille pour mon beau-père et tout, et qui a mal fini. Et ça, tu vois, ça m'a fait prendre conscience de me dire, mais attends, mais ça peut tomber du jour au lendemain sur la tête. J'avais écouté le reportage aussi, le podcast sur Olivier Goy. Ouais. Ça m'avait, tu vois... ça retourne. Ça te retourne parce qu'en plus, tu vois, t'as le même âge, les mêmes situations de vie, on est dans les mêmes secteurs, on a les mêmes vies entrepreneuriales. Et tu te dis, je rappelle juste Olivier Goy, qui est au Next 40 aussi, qui est le fondateur d'October, qui est atteint de la maladie de Charcot. Ouais. Voilà. Et donc, juste pour remettre... Ouais. Donc j'avais écouté son témoignage et qui est ultra émouvant et ça m'a marqué et c'est salvateur ce genre de témoignage parce que là-dessus je peux que lui dire merci parce que je pense que chacun à un moment donné, tu vois, j'ai lu aussi Claire Breton qui a fait un super édito chez vous,
où pareil, elle parle du décès d'un proche et tout. Dans notre newsletter, les nouveaux narrateurs, je précise pour ceux qui voudraient les retrouver. Et ça me touche. Et du coup, tu te dis, et tu vois, ça revient au club de foot. Bah, pourquoi je fais un club ? Bah, parce qu'il faut vivre. Je fais un peu de karting, c'est ma passion. Je me suis acheté, parce que je gagne maintenant bien ma vie, je me suis acheté un casque pour faire du karting qui me permettrait de rouler en Formule 1. C'est-à-dire que j'ai pris un truc qui sert à rien pour faire du karting à mon niveau. Ok. Parce que je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, la vie elle est courte, tu peux te le faire. Ça coûte si cher que ça, un casque ça peut coûter très cher. Ah ouais. Ouais. Non, c'est indécent. Et tu peux rouler en Formule 1, c'est-à-dire que c'est des casques pour les pilotes. Tu peux te planter. Mais c'était un truc qui, moi, me plaît. Et tu mets des prothèses. Moi, c'est le truc qui me plaît. Mais économiquement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'un casque pour faire du karting, ça peut coûter 50 €. Voilà, bon. Mais ça, si tu veux, ces claques perso, elles ont un impact sur ta vie entrepreneuriale et aussi sur le fait de te dire à un moment donné, il faut savoir profiter, il faut savoir organiser ces trucs-là. Il n'y a pas que le boulot. Tu vois, il n'y a pas que le boulot. Donc ça, c'est les claques plutôt... Tu vois, et on va parler des claques pro aussi, mais quand tu dis aujourd'hui à quel point tu comprends qu'il ne faut pas faire tous les sacrifices, est-ce que tu penses que tu te le dis parce que tu as pris de l'âge ? Les donc, deux, ouais. Ou parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux te le permettre. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu ferais différemment tous les sacrifices de l'époque à l'époque ? Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours ce sujet on connaît tous, et on l'a fait, des entrepreneurs qui bossent nuit, jour, week-end, et des entrepreneurs qu'on entend de plus en plus quand même sur ce sujet dire ménage-toi. Enfin, pour voyager loin, il faut ménager la monture. Mais c'est plus facile à dire à un certain stade aussi. Donc, t'as complètement raison. Après, il y a aussi une réalité, c'est que je ne sais pas non plus faire les choses à moitié. On les fait à fond. Donc si je recommence, là j'ai ce discours de dire fais attention, prends un peu plus de recul, moins de sacrifices. En réalité, faites ce que je dis parce que... Mais en réalité, j'ai quand même tendance à être un peu comme Seb. Quand je dis que Seb fait les choses à fond, j'ai tendance à pas les faire ou à les faire vraiment à fond. Mais effectivement, le fait d'avoir un peu plus d'âge, le fait d'avoir la possibilité d'un peu lever le pied et dire ça, je veux plus le faire, et aussi parce que je l'ai fait. C'est-à-dire que si je l'avais pas fait, je tiendrais pas le même discours. Je l'ai fait, donc je sais ce que ça implique. Je suis heureux de l'avoir fait. Si je l'avais pas fait, j'aurais eu envie de le faire. Ouais. De me dire, attends, il faut que je le vive. Et donc, comme je l'ai fait, donc mon message, c'est pas dire le faites pas, mais c'est dire il faut savoir, il faut être lucide sur ce que ça implique. Et si on le fait, il faut le faire à fond. C'est-à-dire que je pense que le pire, c'est de le faire à moitié et de pas aller jusqu'au bout. Mais ouais, donc ces claques perso, c'est l'impact que ça a eu. Claque pro, c'est plus celle que je vis en ce moment avec le club où là, où je me dis ça va être très dur. Et par contre, il y a l'anecdote où on a eu une claque pro un jour avec Seb, mais qui montre ce que c'est l'entrepreneuriat et qui montre aussi le personnage qui est Sébastien. C'est que on a un de nos clients. Il y en a beaucoup des bonnes anecdotes avec Seb. Non, le mec est. D'ailleurs, je sais pas si tu viens à la soirée du 21, si au final tu pourrais être là, mais si c'est le cas, embarque Sébastien. Moi, je veux le rencontrer. Ouais. Mais c'est le meilleur de nous deux. C'est-à-dire que c'est moi qui prends la lumière parce que lui s'en fout. C'est-à-dire que tu vas venir à un podcast, des fois je lui dis tiens, il y a une interview BFM, fais-la, et oh, tu m'emmerdes avec tes conneries. Donc, et je dis mais fais-le pour ta maman, tu vois. et il dit bon, ok, donc il le fait. Il en a aucun plaisir. Et donc c'est moi qui, par défaut, on s'est attribué le rôle comme ça. Et je pense que ça permet aussi d'avoir un équilibre. Tu sais, des fois il y a un peu cette bataille pour. Moi, c'était pas une passion, obligation de le faire, mais je pense que c'est important pour faire parler de Louis Even. Mais au-delà de ça, en plus, tu le fais très très bien. Mais t'étais, alors désolé, c'est plus le cas depuis 2 semaines, mais t'étais le top 1 des audiences. Merde, qui m'a battu? C'est Charline Goutal, okay, que tu connais. Et bref, mais ça pour dire que t'es clair, t'es transparent, tu dis les choses, et c'est entendable tout de suite par beaucoup de gens. Bon, bah cool. Mais je te le dis parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois d'échanger avec toi, et puis on manque pas d'anecdotes, donc en plus de bien les raconter, c'est que tu t'en souviens. Ouais. Et t'as beaucoup d'entrepreneurs qui passent tout de suite à la suite. Et... Ah, j'aime bien les anecdotes. Ouais. Et donc, oui, donc ça c'est la relation qu'on a avec Seb. Et c'est bon, je le redis, mais c'est le succès de Louis Even, c'est Seb. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Seb, aujourd'hui je suis pas en train de vous parler. Et donc, cette anecdote, on est un vendredi, on a signé Cabaret Vert, qui est un très gros festival français dans le top 10, dans les Ardennes.
On a bossé avec eux pendant 1 an, ça s'est très bien passé. Et ils nous appellent un vendredi, j'irai en février, peut-être pas, ou peut-être octobre, novembre. Un vendredi pluvieux, puis ils nous disent, en fait, l'an prochain, on va retravailler avec France Billet, qui est la billetterie de la Fnac. Et on apprend ça, et si tu veux, on est sciés parce que ça s'était bien passé, parce que pour nous, c'était une très grosse prise. Et surtout, on se dit, merde. Ils ont compris. Nos concurrents, ils ont compris comment nous bloquer, ils ont trouvé la formule magique. Mais tu sais pas quoi. En fait, on comprend qu'en fait, ils vont mettre à disposition de Cabaret Vert de la visibilité, notamment dans leur magasin. À la Fnac des Ternes, ils ont une grande bâche, des publicités dans des magazines que... Donc ils musclent sur le flux, l'audience, l'influent. Ils musclent sur un truc que nous, on n'a pas, qui est la visibilité. Ils font le vrai rôle d'un distributeur, et ce que nous, on n'est pas, puisqu'on est une solution techno. Et là, on est merde. Ils ont compris, ils ont trouvé la martingale. Donc là, on est vendredi soir. On est vendredi soir, et donc Seb, il appelle le client, et il n'accepte pas. Tu vois, ce côté sportif, il n'accepte pas. Il appelle le client, et le client lui donne des raisons, et Seb, il n'accepte pas. Et Seb, il dit, je viens de voir. Et le client, il dit, non, je peux pas. Il dit, si, je viens de voir. Il dit, non, je peux pas. Puis à un moment donné, Seb l'appelle, le mec décroche plus. Et Seb, il dit, on hésite, et il dit, écoute, j'y vais. Seb prend sa bagnole, il doit être 16 ou 17 heures, part à Charleville-Mézières, arrive sur place. Pendant le trajet, il appelle, le mec décroche pas. Il arrive sur place, et le gars décroche pas. Seb, je crois qu'il se met sur une aire d'autoroute, et il passe la nuit dans sa bagnole, parce que le gars répond pas ou pas disponible. Et il finit par la voir. Le gars lui dit, écoute, ma femme est malade. À ce moment-là, elle avait un pépin de santé, je sais pas quoi, qui s'est parfaitement soldé a priori. Et il lui dit, écoute, j'ai la tête à autre chose, on est samedi. Et finalement, et Seb lui dit, bon, je comprends, mais il insiste un peu. Finalement, le mec le reçoit. Il le reçoit. Ils échangent. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Alors attends, parce que, lui, il a pas inversé la situation. C'est-à-dire que il le reçoit. Il lui explique. Mais il le reçoit quand même. Il lui explique, et puis surtout, il sent qu'en fait, qu'en faisant ça, l'année d'après, Cabaret Vert revient avec nous. Aujourd'hui, c'est un client historique. Seb et Julien sont devenus potes, en tout cas, des super relations professionnelles et amicales. Et on bossait que sur la billetterie, le contrôle d'accès, le cashless. Mais si tu veux, ça montre quoi ? Et pendant ce week-end, parce que moi, pendant ce week-end-là, j'ai mon frère qui vient à Paris. Tout le week-end, je pense qu'à ça. Ouais. Je pense qu'à ça. Je suis d'humeur maussade, je suis habité par ce truc pourri, quoi. Et en même temps, le truc très rassurant, et à ce moment-là, je me rappelle les moments où j'allais bien, c'est quand j'appelais Seb. Parce que du coup, tu sais, quand t'es seul dans ton problème, et là, je l'appelais, j'ai dit, alors, on en est où ? Et je sentais qu'on était deux à porter le truc. Tout à l'heure, je parlais de Paul, l'importance de Paul par rapport au club. Quand t'es deux à porter le projet, et c'est pour ça que le conseil que je donne tout le temps sur l'entrepreneuriat, c'est d'être associé avec quelqu'un, parce que les bonnes nouvelles, les anecdotes dont on a parlé, ça se partage. Quand je parle à Seb et je lui dis tiens viens on se déguise en curé, il éclate de rire, et juste en disant ça, et ces mauvais moments aussi, si tu veux, ça te permet de les affronter à deux et de les vivre à deux, et c'est tellement réconfortant de pas être seul, parce que le moment dur, tu vois, je disais là c'est dur sur le club, c'est cette solitude un peu de me dire attends, tu vois, Seb est pas venu dans le projet, donc je suis aussi je me suis mis encore plus à risque, même personnellement. C'est-à-dire que c'est une exposition complète. Je caricature. T'as un boys band et il y en a un qui décide de faire son single, et son single, il marche pas. Et en fait, tout le monde se rend compte que c'était le boys band qui fonctionnait. Ouais. Ou que c'était l'autre qui était le chanteur, qui était le veilleur. Donc ça met une pression particulière. Mais cette claque aussi, elle est intéressante parce que, si tu veux, ça montre que ça va être dur. Et quand t'as des concurrents qui sont forts, t'es obligé d'élever le niveau de jeu. Et ce qu'on a montré là, et ce que Seb a montré, c'était que on avait un niveau d'engagement extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi il nous faut confiance, la plupart de nos clients, et c'est ce qu'on demande aux équipes, de pas savoir dire non, c'est aussi montrer une forme d'engagement. De dire, on est avec vous et on est prêt à faire plus que la normale. Et au fond, quand ton prestataire, il vient un samedi, qui dort sur une aire d'autoroute, qui vient juste pour te parler une demi-heure, pour te dire que tu fais une erreur et qu'il veut que tu bosses avec toi, qu'il est prêt à tous les sacrifices pour toi, tu te dis que si le jour où tu auras un pépin, il sera là. À ce moment-là, tu as plusieurs voies possibles pour la boîte. Si tu te rends compte que les concurrents ont trouvé la martingale pour pouvoir t'écarter, c'est plus non plus la même donne et tu n'as plus les mêmes cartes en main. Donc soit
tu vas compete sur leur sujet de visibilité, de distribution, mais c'est pas votre métier. Non. Et là, je vois pas trop comment, mais ça aurait pu être une voie. Ou alors, j'imagine que c'est sur la techno et monter encore en gamme encore sur les plus. solutions. Ouais, c'est deux choses. C'est de leur amener plus de techno, encore plus de techno, de les fidéliser, plus d'engagement humain aussi sur l'accompagnement client et de leur ouvrir les yeux sur la puissance d'un réseau de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un réseau de distribution, sa promesse, c'est quoi ? Venez dans mon magasin, qui est un shop en ligne, et vous vendrez des billets parce que j'ai beaucoup d'audience. Audience en magasin, la Fnac, ou audience en ligne sur mon site internet. Ça, c'est leur que promesse. généralement, dans l'usage, quand tu cherches un billet pour quelque part, tu tapes le nom de ton event et tu vas sur le premier qui ressort. Voilà, tu viens de tout dire. Tu viens de dire en fait, si demain, toi, Thomas, qui n'est pas connu pour vendre des billets sur feuilleblanche.com, si demain tu as l'exclusivité de la vente des Daft Punk. Ouais, et d'ailleurs, c'est une annonce. Voilà, ils reviennent. Et ce sera sur Feuille Blanche. Si, tu vendras les billets. Pourquoi ? Parce que tu as l'offre que tout le monde veut. Et du coup, un réseau de distribution, il fait son beurre sur des offres que tout le monde veut et il survend cette promesse. Et donc, nous, tout leur métier, toute notre force, c'était de dire aux organisateurs, en réalité, vous avez deux types de clients. Les clients captifs, cela. Ce que tu as évoqué. Et après, ceux qui cherchent quelque chose. Et là, effectivement, il y a une. Et là, il faut travailler avec les distributeurs. Mais il ne faut pas donner 100% de son quota. Et donc, on a fait ce travail aussi de pédagogie, d'explication. Ouais. Le temps file, mon cher. Je voudrais qu'on parle un peu plus spécifiquement de toi avec une question de Bastien de Marcillac. Oui. Tu vas nous dire, je crois que c'est le DG. C'est le Beaucoup DG. de DG, et là, en l'occurrence, de Vélotour, qui était le premier event, festival en mouvement que vous avez créé. On envoie sa question tout de suite. J'ai kiffé la question. C'est vrai ? Ouais. Salut Pierre-Henri, Sébastien. J'ai entendu récemment que tu avais voulu travailler pour la DGSE et donc je me demandais quelle était ta meilleure légende. Le moine, évidemment. C'est le moine infiltré en festival à Nantes. Déjà un petit mot sur Bastien, parce que c'est notre partenaire de crime sur la boîte initiale, celle d'événementiel qu'on a lancée, donc Vélotour et Pop-In. Vélotour qui est des balades complètement folles à vélo, insolites, inédites, où on passe dans des lieux improbables. On est passé dans un tribunal, une prison, un hôtel 4 étoiles. En plein jugement. À Roland-Garros, en pleine finale de jeu, non. Mais on traverse plein de lieux, donc ça c'est notre événement qu'on fait dans une quinzaine de villes, que porte Bastien depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis Pop-In the City, qui est des raids urbains féminins, où par équipe de 2, des femmes vont pendant une journée faire des activités avec... des découvertes sur elles-mêmes aussi, parce que par exemple elles font des descentes en rappel, donc la peur du vide, des activités sportives et tout. Qui n'est pas une peur féminine exclusivement. Non. Mais donc des défis qu'elles se lancent elles-mêmes en découvrant une ville et puis des artisans et des activités. Et donc ça c'est ce que porte Bastien, et il le fait il le fait très bien et il nous permet d'être parfaitement concentrés sur WizEvent, et ça c'est une grande chance qu'on ait eu d'avancer ensemble. Et la DG, j'ai voulu faire plein de métiers. Un gamin, je voulais être dresseur de chiens guides d'aveugles. Okay. Après, j'avais été complètement bluffé quand il y a eu la prise de tâche, tu sais, de Marignane, et que j'avais vu le GIGN, donc je voulais être au GIGN. Et après la DGSE. Et tout le monde, je suis passionné un peu par tout le monde de l'espionnage et tout. Et donc c'est pour ça qu'il en parle, et on a fait intervenir récemment au bureau un ancien agent secret de la DGSE, et donc j'animais sa venue dans les équipes, et puis Bastien est venu me voir à la fin, il m'a dit mais je savais pas que tu étais passionné par ce sujet, parce que lui aussi il est passionné par ces sujets-là. Donc non, c'est un truc qui m'a botté, et même à un moment donné chez WizEvent, je me rappelle, ça faisait 10-12 ans, et avoir une après-midi, tu vois, où avoir été un peu regardé comment entrer à la DGSE, tout, parce que j'avais envie un peu de changer d'air. Il y a des moments, tu sais, quand t'es tout le temps dans ton sujet. Alors tu postules ou t'es appelé ? Je pense que la voie royale, c'est d'être appelé. Mais non, j'ai pas postulé, et puis j'en suis revenu. Mais par contre, tu vois, tous ces petits à côté, je les ai un petit peu retrouvés avec WizEvent quand on a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux,
parce que notre client, c'était la préfecture, qu'il y a ce contexte international avec des risques d'attentat, que notre solution l'a interfacé avec les services pour que lorsque quelqu'un s'inscrit, qu'on puisse s'assurer que c'est la bonne personne. Et donc pendant la cérémonie, on était au cœur de la préfecture, tu vois, au cœur du réacteur nucléaire de cet événement international. Et j'étais une petite souris parce que ça permet de vivre des moments fous. Et WizEvent a cette particularité de nous permettre d'entrer dans les coulisses et dans des mondes spécifiques. Un de mes clients que j'avais signé, qui était le défilé de l'agence Elite, donc ce défilé de mannequins et tout, donc où là tu as 200 personnes triées sur le volet et où en fait le placement c'est à la virgule près. C'est à la virgule près. Et donc j'avais la cliente qui m'appelait au Japon, elle m'appelait mon chou, elle avait décidé de m'appeler mon chou. Elle dit salut mon chou. Alors et à 2h du mat, toi tu vois, t'es en train de dormir et il faudrait que tu déplaces Madame Intel, elle peut pas être à côté. Donc ce genre d'événement, et dans le même temps des grands festivals où tu fais rentrer 80 000 anonymes dans un lieu, des grands prix de Formule 1, les événements d'Élysée, ça c'est génial et c'est une chance pour nos équipes aussi de voir de vivre ça de l'intérieur, mais tu m'étonnes. Il y a souvent entre les rêves de gosse et ta vie d'après, surtout quand t'es entrepreneur et que mine de rien c'est quand même tes choix de vie, t'arrives à avoir des petits bouts de toutes les vies que t'as pas vécues. Ah là ouais, un peu ouais. Et est-ce que tu vois d'autres parallèles avec l'agent secret? Non, pas du tout, parce que Wiz, pour le coup, je suis pas du tout secret, tu vois. Un agent secret, il fait pas des podcasts. Non, il y en a pas beaucoup. Ou alors il joue vraiment bien son jeu. Oui, il joue bien. Si, par contre, le côté un peu agent secret, des fois, c'est d'essayer. Mais j'avais eu un cours d'intelligence économique qui était assez intéressant, c'est de comprendre, parce que le rôle d'un agent secret, c'est d'informer. C'est de donner de l'information et du contexte. Et une information qui n'est pas publique. Et l'intelligence économique dans le business, c'est un peu pareil, c'est de prendre des décisions à l'aune d'informations qui ne seraient pas forcément publiques. Donc, c'est des fois de regarder les publications des comptes de certaines sociétés, d'échanger avec des confrères, d'avoir des antennes et des capteurs. Et poser les bonnes questions. Exact. Tu vois, j'ai un confrère là, qui s'appelle Alban de Montmarin, qui est un concurrent, mais qui est un mec que j'adore, qui s'appelle Place Minute. C'est sa boîte, c'est un concurrent à nous que j'aime bien. Qui bosse très bien. Tout le monde ne le fait pas, ce que tu es en train de faire là. Non, mais bon, ouais. Alors on s'est fait un procès avant, hein, je pourrais te raconter. Mais on est devenus potes, mais c'était de notre faute. Il avait raison de nous attaquer et il a gagné. Mais Alban, lui, c'est marrant parce que lui, il est branché sur Papers et dès qu'il y a des comptes publiés de société, il me les envoie, il dit t'as vu tout. Donc lui aussi, il est un peu là-dedans. Et je pense que il faut pas en faire une obsession. Tu crées pas une boîte sur la base d'intelligence économique, mais des fois d'avoir des infos sur l'état de tes concurrents, l'état du marché. Des infos un peu en primeur, peut-être. Ça peut aider à prendre certaines décisions. Ouais. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas le côté romantique James Bond avec les belles voitures et les belles femmes, non. C'est quoi ce procès? Écoute, on avait créé un site qui s'appelait mabilletterie.com, qui était un comparatif des solutions de billetterie. Et étant donné qu'on était l'éditeur de ce site, on était évidemment la meilleure solution de billetterie au monde. Et donc, on avait fait un tableau où on les classait et on les moins bien classés que nous. Et à juste titre, c'était... C'est comme sur les études de marché où tu fais ton diagramme et t'es toujours en haut à droite. On était toujours parfait, ouais. C'est-à-dire qu'on avait fait une matrice où quel que soit tu pouvais la prendre dans tous les sens, on était la meilleure boîte et il fallait travailler avec nous. On était les moins chers, les meilleurs, les plus beaux. Et donc, ils nous avaient fait un procès, on a transigé. Et pendant longtemps, on était un peu brouillés. Et puis, on s'est rencontrés. Et il se trouve que on partage la même vision. Il a pas levé de fonds. C'est un passionné du truc. En plus, on a des amis en commun. Et puis on s'est vu. Puis on s'est partagé nos aventures. Et je crois qu'il y a un respect des deux côtés. Donc, lui, on est parti dans la version grosse croissance, déploiement international. Lui, il est parti dans une version et sans côté péjoratif, plus artisanale et plus qualitative, avec beaucoup de suivi client, très proche de ses clients. Il en a moins. Et il n'a pas envie forcément de grossir plus que ça. Et puis, on n'est pas sur les mêmes marchés, les mêmes clients. Et si tu veux, c'est marrant parce que ça avait très mal commencé. Et puis, tu vois, on a un WhatsApp tous les deux et on s'envoie des messages régulièrement. La réalité, c'est qu'il y a peu de gens au monde qui comprennent mieux ce que tu vis que tes concurrents directs. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr. Tu vois, des fois, quand on parle de d'autres concurrents, parce que du coup, on échange sur le marché, mais des fois, t'as vu ce qu'ils font, c'est pas possible et tout. Donc, tu vois, c'est aussi ça qui fait que tu te rapproches. Ouais. Très rapidement, on parle de la suite, les next steps, avec une question de notre partenaire Vivatech et Olivia Hervy, pour être plus précis. Vous avez un message.
Bonjour Pierre-Henri, je suis Olivia de Vivatech et j'avais une question pour toi. WizEvent a réussi à transformer l'industrie du ticketing, l'organisation voilà, d'événements et aussi à survivre au Covid qui a été une période particulièrement challenging pour le secteur événementiel. Et donc je me demandais comment tu vois cette industrie évoluer, à quoi ressemblera ce secteur de l'événementiel dans 5, dans 10 ans et aussi quelles innovations, quelles tendances tu vois émerger dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci Olivia. Oui, Covid, période compliquée, mais heureusement l'industrie a redécollé rapidement. Et sur l'avenir, au moment du Covid, beaucoup de gens ont dit il n'y aura plus d'événements physiques, tout va devenir virtuel. Et moi, je suis convaincu du contraire, c'est qu'on vit de plus en plus dans des bulles numériques devant nos téléphones. On le voit même à table, en famille, avec nos amis et autres. Et on a un besoin, je pense, grégaire de se retrouver et d'échanger autour de la musique, des concerts et taper dans les mains, sentir l'odeur des frites et tout ça. Je crois que c'est un truc essentiel. Donc moi, je suis convaincu qu'il y aura des événements toujours. Que par contre, les coûts de production ont explosé avec le Covid, donc l'électricité, les artistes, les plateaux, les prestataires, ce qui rend quand même cette industrie un peu fragile aujourd'hui. Nos clients, les festivals notamment, tirent pas mal la langue. Donc ça, c'est une inquiétude. Et sur le futur, les tendances qu'on... Malgré l'attente toujours Ah ouais. plus importante. Bah oui, parce qu'en fait, cette attente, elle a été... Donc côté client, il y avait une vraie attente, une vraie demande. Sortie Covid, il y avait quand même beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens ont moins d'argent. Mais dans le même temps, les artistes n'ont pas baissé leur cachet. Les coûts de production qui ont augmenté, il y a peu de prestataires qui disent « Tiens, l'électricité a baissé, je baisse mes coûts ». Donc il y a une inflation très forte et les gens ont un peu de mal aujourd'hui à suivre. Et la France avait une particularité sur le secteur de l'événementiel d'avoir beaucoup de festivals associatifs. Quand en Angleterre, tu en as moins, mais des plus gros. Et donc... Et après, tu as des économies d'échelle. Exactement. Donc des difficultés sur quand même ces acteurs un peu intermédiaires. Et après, Et en matière d'usage et de produits. Ouais, en termes d'innovation, nous, ce qu'on voit arriver de plus en plus, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec les JO, des applications de plus en plus embarquées, où on a un process complet, où ça va de l'achat du billet jusqu'à le rechargement de son bracelet pour le cashless, à un parcours pour revendre son billet dans une même application. Donc ça, on le voit arriver. Maintenant, c'est pas non plus, il n'y a pas quelque chose où je peux dire, tiens, l'intelligence artificielle, tiens, le métaverse va complètement révolutionner la chose. L'événementiel, et Olivia qui est dedans le sait, c'est malgré tout à un moment donné monter des stands, monter des scènes, faire venir des gens. Et donc il y a quand même quelque chose de toujours très humain. Et je suis plutôt dans une vision où les outils vont aider en amont dans l'organisation, vont aider dans l'expérience. Mais la finalité, c'est quand même le feu d'artifice, c'est quand même le groupe de musique qui joue et toutes ces choses-là. Et la suite pour WizEvent, parce que la réalité de cet achat du club de foot, c'est que ça t'a aussi remis une envie encore plus grande de tout éclater avec WizEvent. Une obligation. Non, j'avais toujours l'envie, mais oui, le fait de se remettre à risque, j'étais plus à risque personnellement. Et là, je me suis remis à risque, donc du coup, tu dis, il faut quand même que WizEvent continue à bien fonctionner. Et j'étais déjà dans cette optique-là, mais encore plus, ça rajoute un peu de pression. Non, l'ambition de WizEvent, c'est toujours de faire le projet le plus gros possible. Aujourd'hui, on a un leader français, on va dire. On essaie d'être demain un leader européen. Donc, on l'est sur le cashless, mais on l'est pas sur la billetterie. Donc, on essaie de grossir de plus en plus. Et ça va passer par des acquisitions, des rachats de sociétés. Tu vois, on en a déjà fait depuis le début 6. Et c'est quelque chose qu'on aime faire parce que on ajoute à ce projet des nouveaux moteurs. Et les moteurs, c'est qui ? C'est les porteurs des projets, les entrepreneurs. Et on arrive à les garder. Pas tous, mais globalement, on arrive à les garder. Tu vois, Mathieu, qui est notre CTO, était l'un des fondateurs de Nemopé. Bruno Munzer, qui était un des fondateurs de Pacifa et à notre board. Et comme ça, je peux en lister beaucoup. Ouais, mais justement, tu avais revendu ta boîte. Ouais. Sans le dire. Sans l'accepter. Okay. Maintenant que tu es de l'autre côté, que tu rachètes des boîtes, tu sais aussi ce que ça fait. Et ça aide, du coup. Ouais. Je comprends ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dis tu as vendu ta boîte, un des trucs qui m'a fait basculer à un moment donné dans les discussions qu'on avait avec, à l'époque, Lagardère, Vivendi, vente privée et autres, c'est qu'on te propose un montant. Et tu es humain, tu dis qu'est-ce que tu ferais de cet argent ? Et donc, moi qui viens de province, une de mes frustrations parisiennes, c'est dans un petit appart, je voulais un extérieur.
Et donc, tu fais quoi ? Tu te mets, on avait parlé, Belle demeure. tu vas sur belledemeure.com et puis tu D'ailleurs, regardes. si le directeur marketing nous entend, je suis un bon... qui m'appelle. Ouais. J'ai fait une belle pub. Mais ça marcherait bien sur Cash Out parce qu'un des premiers achats qui est fait, je pense, c'est l'immobilier. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, tu te mets à te projeter. Une fois que tu t'es projeté, c'est très dur de revenir en arrière. Tu as commencé à vendre ta boîte. Et donc, c'est des petits tips, mais effectivement, quand je suis de l'autre côté de la barrière et que j'échange avec eux, et je comprends aussi leur besoin d'être respectés. C'est-à-dire, tu vois, jamais je vais arriver devant des salariés et dire maintenant, c'est moi le patron. Jamais. J'en ai pas envie. Et je me considère pas être leur patron. Et surtout, c'est le truc où tu tues dans l'œuf. C'est castrateur. C'est castrateur. Et non, mon sujet, c'est de faire en sorte que cet entrepreneur fasse ce qu'il aime au sein d'une structure qui est plus solide, donc qui a les choses qu'il avait plus de mal à faire, lever de l'argent, être rentable et autres. Des choses qu'il aimait pas faire, qu'il a plus à faire, ce genre de choses. Ouais. Qui garde sa passion et son énergie dans un groupe plus gros. Évidemment, dans ce cadre-là, il y a une part de rêve qui lâche parce qu'il est plus tout seul aux commandes, mais on essaie de le garder à minima dans une logique d'intrapreneur. Quand je dis à minima, c'est que pour moi, l'intrapreneuriat, c'est une fausse façon de dire, de motiver un salarié, un cadre pour moi, ça doit rester des entrepreneurs et donc on essaie de les associer au capital. On essaie de les associer le plus possible aux décisions du projet et on les considère comme des associés. Et souvent, il y a la question de « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de ma marque ?» Et nous, on leur dit toujours, nous, si ta marque Ticketing X est plus forte que WizEvent, on la gardera de façon pragmatique et on n'a pas de sujet là-dessus. Et là, on a plutôt des associés qui nous disent « Ouais, Playpass, qu'on a racheté en Belgique, il dit « Bon, les gars, ce serait quand même bien qu'on tue Playpass. » Parce qu'on l'a laissé libre, en fait. Ouais. Souvent, quand tu mets un carcan, les gens ont envie de s'enfuir. Quand tu les laisses libres, ils voient que tu es quelqu'un qui les respecte et qui respecte ce qu'ils ont fait, et du coup, c'est plus facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de s'arrêter. Quand on est ensemble, il y a 2 derniers sujets. Celui de ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. On s'est pas tué là sur ce. T'es plus fait. Comment on va l'appeler ? Carte blanche. Vas-y, viens, on dit. C'est le sujet de ton choix que tu as envie de pousser. Eh ben, écoute, on va parler un peu d'actualité puisque ce matin, c'est l'élection américaine. Et donc, a priori, Trump est passé. En tout cas, quand je suis arrivé ici, il était passé. Pas partout, mais globalement, c'est certain. Ça a l'air d'être fait. Hein. Et moi, ce que ça me fait dire et qui m'inquiète, c'est par rapport à l'Ukraine notamment, où finalement, ça peut être salvateur, mais nous, Européens, mis face à nos responsabilités. Je suis très inquiet pour l'Ukraine parce que je considère qu'aujourd'hui, des gars de notre âge sont dans des tranchées à faire notre boulot, le boulot des Européens, qu'on a été, je trouve, un peu lâche, nous, timide, et qu'on ne joue pas le rapport de force, qui est pourtant la seule chose qui pourrait empêcher la guerre, qui est de montrer les muscles à un moment donné. Et j'espère que ce sera salvateur parce que potentiellement, si Trump fait ce qu'il dit, les soutiens à l'Ukraine seront pas là. Il faudra se débrouiller seul. Et on va devoir, et ça peut être salvateur pour l'Europe, se structurer et avoir une position commune. Et en même temps, ça me fait dire que autour de ça, et c'est lié à notre métier, les nouvelles technologies, on a vu un peu toutes ces fake news et puis comment les médias sont perçus. Et c'est inquiétant parce qu'on se rend compte que nos civilisations, nos sociétés, nos démocraties sont de plus en plus bipolaires, avec des gens qui n'arrivent plus à se parler. Et notre métier, moi, la vision de la technologie que j'ai, c'est plutôt quelque chose qui permet... Qui va rassembler. Et tu vois, WizEvent, c'est ça. C'est derrière des lignes de code, on fait en sorte d'aider à la rencontre des gens pendant des moments festifs, heureux, joyeux, où on apprend des choses. Et donc, c'était ça dont j'avais envie de parler, sur lequel j'ai pas de solution miracle, mais qui m'inquiète. Et je trouve que... Et tu vois, avec WizEvent, on l'avait fait. On avait, au début de la guerre en Ukraine, on avait fait un don de 10 000 € à l'État ukrainien. Parce que je trouvais que c'était notre façon de marquer notre attachement à la démocratie et de dire à un moment donné dans quel monde on vit pour qu'aujourd'hui on décide de se tuer pour déplacer des frontières qui sont posées depuis des années. T'as pas les solutions, mais t'as peut-être une réflexion quand on parle d'entrepreneuriat, d'influence, de fake news. T'as un mec qui aligne tout, qui est Elon Musk, et qui questionne aussi la puissance que tu peux avoir en tant qu'individu quand tu maîtrises une techno et que tu as une large audience, communauté d'utilisateurs, et donc aussi qui peut toi te questionner sur ta responsabilité ou pas, parce que typiquement là, tu vois, vous mettez 10 000 €, c'est une prise On n'a pas la même puissance qu'Elon Musk. Non, évidemment.
évidemment. Mais qui lui a déversé des millions pour l'élection de Donald Trump. Et qui est aussi complètement ambivalent, parce que c'est lui qui a fourni Starlink aux Ukrainiens. Donc, si tu veux, c'est un mec qui me fascine et qui me répulse. Mais répulse avec un grand R, je pourrais lui mettre des claques, et qui me fascine aussi parce que on peut que être malgré tout admiratif de ce qu'il arrive à créer. Par contre, j'ai le sentiment que c'est très violent dans la façon de faire. Et j'avais lu un bouquin, même avec ses salariés, même où moi j'ai l'impression d'être des fois on me reproche d'être un peu dur, mais je me dis mais je suis un gentil canard à côté de ce type-là. Donc oui, on a une responsabilité, je pense. En Europe en particulier, je pense qu'on a quand même pris les devants sur certains sujets, la RGPD et tout, bon, qui étaient lourds pour les entreprises, mais qui, dans la philosophie, à mon sens, sont plutôt positifs. Et après, je pense que quand on peut, WizEvent est rentable, WizEvent gagne de l'argent, quand on peut impulser les choses, envoyer des messages, parce que c'est pas ça qui va changer le cours du truc, mais je trouve que c'est bien, et même et si tu veux, ça permet aussi d'embarquer les salariés. C'est-à-dire que les salariés, quand tu leur dis, tiens, on a fait ce truc-là, ils ont compris. Et puis, tu vois, à ce moment-là, on avait des salariés freelance russes. Tu vois, il y a eu la question, on s'est dit, on continue de bosser avec eux, pourquoi, non, comment? Et en réalité, c'était des mecs qui étaient plutôt des humains, plutôt démocrates. Certains ont fui la Russie, du coup. Donc oui, si on peut avoir un rôle, on essaie de le jouer. Là où on a puis il faut savoir séparer les États des citoyens. Exactement. Et là où on a un rôle plus fort, c'est quand on permet aux gens de se rencontrer. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a un vrai impact. Et le deuxième impact qu'on a, et tu vois, on l'a eu sur les JO, quand à un moment donné, notre techno, elle a été utilisée pour sécuriser cette cérémonie et faire en sorte que les gens qui entraient dans ce périmètre pendant 7 jours soient des gens qui avaient été screenés. Et via nos technologies, il y a une forme de fierté. Qu'il ne puisse pas y avoir de falsification pour entrer. Et qu'il n'y ait pas d'attentat. Et que, donc, c'est pas grâce à nous, mais on a été un petit maillon dans cette chaîne, et ça a été une grande fierté pour les équipes. Je te propose de finir, non pas avec une entrepreneur dont tu es fier, mais une entrepreneur que tu admires. Ce sera la reco de Pierre-Henri de Ballon pour le programme Sista, 40 nuances de Sista. Écoute, il y en aura 2. On en a parlé un petit peu, Claire Breton, parce que je l'avais écouté sur notre podcast et j'ai lu son texte, et j'aime bien que des entrepreneurs puissent parler d'autre chose que de leur entreprise. Et tu vois, les liens avec la vie perso, et ce qu'elle avait écrit sur le décès de son papa m'a touché. Et puis après, une entrepreneuse que je connais qui s'appelle Jenny Gauthier, qui a monté le Mercato de l'Emploi, qui est une ancienne collègue de ma femme et qui est ultra dynamique, pleine de peps. Et c'est quoi ça? Écoute, le Mercato de l'Emploi, c'est un petit peu comme YAD, tu sais, le système d'agents immobiliers indépendants, et c'est la même chose pour le recrutement. Et donc, ils forment des consultants qui, en province notamment, vont accompagner leur réseau pour trouver des salariés. Et donc, ça permet de doper l'emploi, et le modèle tourne bien. Elle est avec un associé en plus qui est ultra dynamique, et c'est une belle entreprise, et plein d'énergie, et portée par une femme. Donc, voilà. Alors, si on multiplie le nombre d'entrepreneurs, on pourra plus tenir la cadence. Il me semble qu'on doit recevoir bientôt Claire Breton. Ça peut être l'occasion que tu lui poses une question. Eh ben oui, ma question, ça va être la suivante. C'est que donc j'ai lu le texte sur le décès de son papa qui était très touchant. Et tu peux t'adresser à elle. Voilà. Et ben Claire, j'aurais voulu savoir si ça avait eu un impact dans tes choix entrepreneuriaux, sur ta façon d'appréhender le business, de voir les choses, dans l'ambition que tu avais, ou si au contraire, c'est un événement de la vie comme d'autres, et que tout avait tout entre guillemets, mais si le business as usual, ou au contraire si ça avait eu un impact fort. Personnellement, j'imagine, hein, c'est pas la question. Ouais, mais quand on parle du papa, ça éveille toujours un truc chez toi qui est... toujours. Ouais, la famille. Ouais, je suis un émotif. Mon père est un grand émotif, donc je tiens ça de lui. Et non, mais parce que je trouve que c'est le truc. Bon, puis j'ai de la chance, j'ai des gens, on a une famille qui s'aime, j'ai des gens qui m'ont apporté plein de choses, et pour moi c'est une vraie valeur, la famille. Ouais. Et ben on va finir par cette question plus existentielle. Tu t'es rendu compte un jour que le papa, la maman, les parents sont pas surpuissants, tout puissants. Toi aujourd'hui t'es père. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de léguer à tes enfants? Et je parle pas de fortune. Ah ouais, non, surtout pas. Non. Enfin, surtout pas. D'ailleurs, c'est une vraie question. C'est que je veux pas qu'ils sachent qu'on a des moyens. Qu'on a des moyens. Je veux pas qu'à l'école, que tu vois, par exemple, le rachat du club de foot, je l'ai pas dit à mon fils. Alors, il est tout jeune, hein, il est en CP, CE1 maintenant.
Je l'ai pas dit parce que je voulais pas qu'ils disent dans la cour de l'école, mon papa il a acheté un club de foot. Donc l'autre fois il m'a dit, mais c'est toi le chef du foot? Parce que je l'ai emmené quand même. J'ai dit oui, tu vois, parce que je veux pas les mettre là-dedans. Non, ce que j'ai envie de leur léguer, c'est des valeurs. C'est des valeurs et des souvenirs. Voilà, des souvenirs. Donc, Et si un mantra que tu laisseras, c'est quoi? Une vision de la vie? Moi, je pense que je vais essayer de leur léguer ce que m'a dit ma maman plein de fois, qui était de dire fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Eh ben, on finit bien. Cet énième échange avec Pierre-Henri de Ballon. On se retrouve bientôt et je sais que tu diras pas non. Avec plaisir. À Merci. très bientôt. Salut Thomas. Bye. Feuille blanche. 40 nuances de Next.